Phil est un élève en échec dans une prestigieuse académie de magie, mais comme il n'a aucune forme de magie, il compense en se servant d'une épée pour terrasser ses ennemis. Un jour, en classe, le professeur Edward donne un cours sur la façon dont les gens peuvent produire du feu à l'aide de catalyseurs et d'un peu de magie. Parmi tous les élèves de la classe qu'il pourrait choisir, il décide de faire appel à Phil pour faire la démonstration de l'expérience, sachant qu'il est incapable d'utiliser la magie. Il agit ainsi parce qu'il est un grand haineux. Phil n'a d'autre choix que d'obéir à son ordre, il se rend donc devant la classe et commence à essayer de faire fonctionner le sort. Comme on pouvait s'y attendre, rien ne se passe, et toute la classe se moque de lui pour ses échecs répétés. Edward leur dit de se calmer, mais c'est juste parce qu'il veut personnellement rosser Phil pour avoir été incapable de faire un sort aussi rudimentaire. Phil excelle en théorie magique, mais il n'a aucun talent magique, et Edward le méprise parce qu'il pense qu'il peut aller à l'école de magie sans magie. Un élève de sa classe lance un sort de feu depuis son siège pour créer le catalyseur devant Phil. Bien qu'Edward ne s'inquiète pas du tout pour la sécurité de Phil, il serait tout de même mauvais pour son dossier si son élève brûlait à mort, et il demande donc à Sion de s'abstenir de faire des choses aussi imprudentes à l'avenir. Sion s'excuse et dit qu'il essayait juste d'aider un peu puisque Phil n'est manifestement pas en mesure de faire la démonstration. Sur ce, Edward conclut l'expérience et commence un discours sur le fait que la magie est suprême dans ce monde, et que les gens qui n'ont pas de talent pour elle n'ont pas le droit d'exister dans cette académie de magie. Tout cela en regardant Phil dans les yeux. Après le cours, Phil se sent épuisé par toute la haine qu'il a reçue, mais les gens adorent le détester, alors Sion le suit hors de la classe pour continuer à l'embêter. Heureusement, il y a encore des gens qui sont du côté de Phil, comme Colette qui vient le défendre. Sion demande pourquoi Colette défend Phil alors qu'elle est une élève d'honneur et que Phil est à un demi-point d'abandonner l'école. Mais elle dit que cela n'a pas d'importance puisque Phil est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée et qu'il travaille beaucoup plus dur qu'aucun d'entre eux ne l'a jamais fait. Sion est stupéfait pendant un moment, puis il se met à rire, car peu importe la gentillesse ou le travail de Phil, cela ne changera rien au fait qu'il ne peut pas utiliser la magie, et Phil ne deviendra certainement jamais un magiavandé sans la magie. Sion et ses amis laissent Phil tranquille pour l'instant. Tout en marchant ensemble, Colette dit à Phil de ne pas se préoccuper de ce que Sion et le professeur Edward ont dit, car ils l'ont fait pour l'humilier. Mais Phil répond que ce n'est pas grave puisqu'il n'est pas capable d'utiliser la magie, et qu'en plus, il se considère chanceux que leur haine ait donné envie à une jolie fille comme Colette de passer du temps avec lui. Colette est gênée par ses propos et dit à Phil que ce n'est pas en la flattant qu'elle aura envie de sortir avec lui. Mais Phil lui répond qu'il ne faisait qu'énoncer un fait puisqu'il trouve Colette très mignonne. Cela met Colette encore plus mal à l'aise et elle manque de tomber amoureuse de Phil sur le champ, mais elle le repousse un peu pour pouvoir réfléchir clairement et rester calme. Elle est techniquement une noble, elle ne peut donc pas se laisser tomber amoureuse si facilement. Après avoir retrouvé son calme, elle regarde Phil, mais il est occupé à regarder le ciel, qui est particulièrement beau aujourd'hui. Il y a bien longtemps, les habitants de ce monde vivaient dans l'obscurité, craignant l'hôte céleste qui régnait sur eux. Mais tout a changé lorsque 5 sorciers ont uni leurs forces pour s'opposer à l'hôte céleste et apporter la lumière du ciel à tout le monde. Ces sorciers sont connus sous le nom de magiavandés, et ils sont considérés comme l'incarnation de la magie, si bien qu'aucun mage vivant à ce jour n'a jamais pu se montrer à la hauteur de ce titre. Colette se demande si la Vierge de glace Albivina veille sur eux en ce moment, et Phil répond qu'il en est sûr, car il sait pertinemment qu'elle les observe en ce moment même depuis sa fenêtre au sommet du monde. Lorsque Phil était plus jeune, il avait une amie d'enfance qui s'appelait Elfaria et qui lui parlait du soleil et de la lune qu'elle lisait dans ses livres. Elle était particulièrement excitée à l'idée de voir le coucher du soleil, car il est censé être très beau, et elle espérait qu'ils pourraient un jour devenir des magiavandaires ensemble et voir le soleil ensemble. Phil promit de devenir un magiavandé avec elle, mais même si cela n'était qu'une promesse entre enfants, Elfaria travailla dur pour que cela se produise. Très vite, elle est montée au sommet de la tour grâce à son travail acharné. En revanche, Phil n'a aucun talent pour tenir sa promesse, mais il fait tout de même de son mieux pour monter au sommet de la tour, même si ce n'est qu'un rêve délirant. Cependant, même si sa détermination est à toute épreuve, cela ne l'empêche pas de s'effondrer comme un biscuit lorsqu'il se fait gronder. Phil demande au professeur Workner de se calmer un peu, mais ce dernier est à juste titre en colère car Phil est retourné dans le donjon alors qu'il savait à quel point il était dangereux, et il est descendu jusqu'au 7e étage. Il craint que Phil ne finisse par se faire tuer à ce rythme, alors Phil le supplie de le pardonner, mais il lui demande aussi s'il peut obtenir son crédit supplémentaire maintenant. Workner lui en veut toujours d'être allé seul dans le donjon, mais Phil a pu revenir avec la preuve qu'il a tué un garde maléfique, ce qui lui vaut 2 points supplémentaires. Phil fait la fête avec son animal de compagnie pendant que Workner prépare la paperasse, mais en même temps, il demande à Phil s'il n'a pas encore renoncé à devenir un magiavandé. Pour cela, Phil doit d'abord passer dans un institut supérieur, et pour cela, il lui faut un total de 7200 crédits. Normalement, les étudiants accumulent ces crédits dans des matières telles que l'écriture et le travail sur les sorts, mais comme Phil ne peut pas utiliser la magie, il ne gagnera jamais de crédit en travaillant sur les sorts.
Phil en est déjà conscient, c'est pourquoi il a voulu se rattraper en faisant des exercices supplémentaires, mais Workner lui a déjà expliqué qu'il est pratiquement impossible d'obtenir suffisamment de crédit pour réussir en se contentant d'exercices. Phil se rend compte que ses chances sont minces, mais il veut encore s'accrocher à l'espoir de pouvoir tenir sa promesse de devenir un magia vendé. De toute façon, Workner dit à Phil qu'il est loin d'être un magia vendé et qu'il pourrait même ne pas obtenir son diplôme s'il ne commence pas à gagner plus de crédit. Workner a appris que Phil n'a pas obtenu de crédit lors de son dernier examen, donc à moins qu'il ne veuille être recalé, il doit obtenir 4 crédits supplémentaires d'ici la fin de la semaine. Phil est choqué car cela signifie qu'il ne lui reste que 2 jours avant la date limite. N'ayant plus beaucoup d'options, il commence à chercher dans ses notes dans l'espoir de trouver un monstre qu'il pourra tuer et qui vaudra 4 crédits. Il est vraiment désespéré de trouver quelque chose, et bien que Workner ne veuille pas encourager Phil à aller dans le donjon, il lui parle d'un monstre des Baskerville au 6e étage du donjon, et Phil n'a pas encore soumis ce monstre, il pourrait donc obtenir les crédits nécessaires en le tuant. Phil se précipite sur Workner pour le serrer dans ses bras afin de le remercier pour toute l'aide qu'il lui a apportée, mais Workner lui dit de ne pas s'accrocher si fort, car cela pourrait mettre son travail en péril. Malheureusement, Sion se trouvait à l'extérieur du bureau de Workner pendant toute la conversation, et il sait donc que Phil a l'intention d'aller dans le donjon pour tuer un Baskerville, et en tant que vrai haineux, il a l'intention d'y aller pour le tuer en premier afin que Phil ne puisse pas obtenir assez de crédit pour rester dans l'école. Un peu plus tard, Phil arrive au 6e étage du donjon, et il est de bonne humeur puisqu'il a déjà affronté un Baskerville et que la victoire devrait être facile pour lui. Son compagnon ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Phil de se lancer avec autant d'assurance, mais Phil lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter, car s'il fait attention au souffle de flamme du Baskerville, il ne sera pas brûlé comme la dernière fois. Mais pour retrouver les Baskerville, il compte sur Kiki pour les flairer. Pendant ce temps, Sion et ses amis ont pour mission de s'assurer que Phil quitte l'académie. Comme ses amis détestent également Phil, ils prévoient de tuer les Baskerville d'abord, puis de tabasser Phil pour faire passer un message. Ils sont tous d'accord avec le plan, mais l'un de ses amis demande s'il est vraiment sûr pour eux d'être aussi profondément dans le donjon alors qu'ils ne sont que 3. Sion s'offusque de la question, affirmant qu'il est plus que suffisant pour assurer leur sécurité à tous. Les autres laissent faire, car ils ne veulent pas mettre Sion en colère, et ce dernier continue de marcher tout en continuant à haïr intérieurement Phil. Pour Sion, quelqu'un qui n'est pas capable d'utiliser la magie ne devrait même pas oser parler des magies avandaires, et la simple vue de Phil l'offusque. Une fois qu'ils se sont enfoncés dans le donjon, Sion se retourne pour expliquer à ses amis ce qu'ils doivent faire, mais une seconde plus tard, l'un d'eux reçoit un coup de poing si violent qu'il s'écrase contre un mur, et il n'y a aucune chance que ce type ait survécu. Sion reste calme face au monstre, mais l'autre gars commence à paniquer. Phil entend les cris de l'homme et comprend immédiatement que quelqu'un doit être en difficulté, alors il se précipite pour l'aider. Il n'arrive pas à croire qu'il y ait d'autres personnes aussi profondément dans le donjon, mais d'après le son qu'il vient d'entendre, ils ne doivent pas être très loin. En arrivant à la vue de tous ces cris, Phil se cache derrière un mur et aperçoit quelqu'un qui tire désespérément des boules de feu sur le monstre tout en se pissant dessus, mais aucune de ses attaques n'a d'effet. Ce monstre est une sentinelle maléfique qui, d'après ce que Phil sait, vaut 10 points. Phil n'en a jamais vu en personne, car l'habitat de la sentinelle devrait se trouver plus bas dans le donjon, et il n'y a donc aucun sens à ce qu'elle monte au 6e étage. Plus important encore, la personne qu'elle attaque est Sion, et aucun de ses sorts n'a d'effet sur la sentinelle, il n'a donc aucune chance. La première idée qui vient à l'esprit de Phil est d'aller sauver Sion, mais il prend un moment pour réfléchir et arrive à la conclusion que Sion le déteste depuis le premier jour, alors pourquoi Phil se sentirait-il obligé de le sauver maintenant ? Puisque personne ne saurait qu'il l'a laissé mourir, il s'apprête à fermer les yeux et à faire comme s'il n'avait jamais existé, mais il a un flashback d'Elfaria, qui lui a dit qu'elle aimait la gentillesse et le courage de Phil, et que c'est pour cela qu'elle lui avait offert une paire de lunettes de protection. Phil a toujours cette même paire de lunettes à ce jour, et s'il veut continuer à être la même personne qu'Elfaria a toujours appréciée, il doit mettre ses rancunes personnelles de côté et sauver Sion, même s'il est détestable. Alors que la sentinelle s'apprête à tuer Sion, Phil arrive et bloque le coup avec son épée. Au même moment, à l'académie, le professeur Edward arrive en courant dans le bureau de Workner pour lui dire que Sion et ses amis sont allés ensemble dans le donjon sans permission. Il veut que Workner utilise son familier pour les retrouver avant qu'ils ne se fassent tuer, alors Workner prend son oiseau et demande à quel étage Sion est allé. Edward répond qu'il devrait être au 6e étage, et dès que Workner entend cela, il est soulagé car cela signifie que Phil est avec eux, et tant qu'il est là, il peut s'occuper de n'importe quel monstre qui attaque. Il utilise sa boule de cristal pour montrer à Edward ce que Phil est en train de faire en ce moment, et il est en train de s'attaquer à la sentinelle et de l'écraser. En un clin d'œil, Phil a déjà coupé l'un des doigts de la sentinelle, et lorsque celle-ci tente de contre-attaquer, il bloque le coup en plein vol et recule pour créer de l'espace. Phil s'élance à nouveau et la sentinelle n'arrive pas à le suivre. Avant même qu'elle ne se rende compte de ce qui se passe, Phil est déjà sur elle et lui a transpercé l'épaule. Sion n'arrive pas à croire ce qu'il voit,
car il ne pensait pas que Phil serait aussi fort. Même Edward est sous le choc, et Workner lui explique que Phil est une anomalie étonnante. Il possède une force surhumaine qu'un mage ne pourrait jamais espérer atteindre, un corps plus résistant qu'un téléphone Nokia et des capacités d'observation incroyablement précises qui lui permettent de saisir la stratégie d'un ennemi et de former des contre-mesures après avoir été attaqué une seule fois. Alors que la sentinelle tente à nouveau de le frapper, Phil est capable de prévoir parfaitement l'attaque et d'esquiver, tout en tranchant le bras de la sentinelle dans la foulée. Phil ne peut peut-être pas utiliser la magie, mais il est tout à fait capable de compenser avec son épée. Alors que le gardien se tord de douleur, Phil saisit l'épée du gardien d'une main et s'apprête à l'achever une fois pour toutes. La sentinelle lance une explosion de plasma dans son dernier effort, mais un seul coup d'épée de Phil est bien plus puissant, et Phil tranche la sentinelle en deux, remportant ainsi la victoire. Une fois le combat terminé, Phil s'approche de Sion pour lui demander s'il va bien. Sion en veut toujours à Phil, mais ce dernier vient de lui sauver la vie, alors il se tait. Cependant, même après avoir assisté à tout ce combat et vu à quel point Phil est capable, cela n'empêche pas Edward de le détester encore plus, car il ne supportera pas que quelqu'un sans magie soit plus fort que des étudiants avec de la magie. Edward quitte le bureau de Workner en colère, et si ce dernier est fier de Phil pour avoir sauvé Sion, il lui en veut toujours de s'être mis en danger. Cependant, une fois de plus, il a réussi à vaincre le monstre, et Workner attribue donc 10 points à Phil pour avoir tué la sentinelle. Il y a 5 ans, Phil était la risée de toute l'école à cause de son manque de magie. Apparemment, la seule raison pour laquelle il avait été autorisé à s'inscrire à l'école était qu'il était ami avec Elfaria. Mais comme elle était déjà devenue une magie Vendée à l'époque, l'école n'avait plus aucune raison de faire semblant d'être gentille avec lui. Phil a dû endurer toutes les moqueries pendant tout ce temps, mais cela ne l'a pas empêché de travailler dur pour obtenir son diplôme. Workner accompagne Phil pour qu'il soit évalué par la directrice, et celle-ci a manifestement des doutes sur le fait que Phil soit fait pour cette école ou non. Mais une fois qu'elle lui a remis une épée et qu'elle a commencé le test, Phil est capable de contrer chacun de ses sorts de feu en une fraction de seconde. Elle est tellement impressionnée qu'elle dit que Phil est autorisé à rester à l'école, et Workner est un peu surpris car il ne pensait pas qu'il serait aussi facile de la convaincre. Il est vrai que Phil n'a pas de magie, mais surtout, elle pense que ce sera amusant d'avoir quelqu'un comme Phil dans les parages. Phil demande à la directrice s'il pourra être à nouveau aux côtés d'Elfaria s'il devient assez fort, et elle lui répond qu'il devra travailler très dur et ne pas se laisser décourager par les défis qui se présenteront à lui, mais que même dans ce cas, il n'y a aucune garantie. Au moment où Phil s'en va, elle lui fait remarquer qu'il sera amusant de voir ce qu'il est capable d'accomplir. Retour au présent, Phil est actuellement dans la classe de Workner, qui enseigne à tout le monde ce qu'est la tour de magie. Monter dans la tour, c'est accéder à l'institut supérieur, à l'étage le plus élevé, où l'on devient un magie Vendée. À l'heure actuelle, il existe 2 façons de devenir un magie Vendée, créer un nouveau type de magie ou gagner plus de 7000 crédits dans cette école. Cependant, comme il est plutôt rare d'inventer une nouvelle magie, les étudiants se concentrent généralement sur l'obtention de crédits. Comme il s'agit d'un cours de rattrapage, tout le monde risque de se faire recaler, surtout Phil. Une fois les cours terminés, Colette rencontre Phil et lui demande comment il se sent, car les cours de rattrapage de Workner sont réputés pour être très stricts. Phil reconnaît que Workner est un professeur strict, mais il est heureux que Workner ait la gentillesse de proposer des cours de rattrapage, car la plupart des professeurs ne se donneraient pas la peine de le faire. Alors qu'ils tournent au coin de la rue, ils entendent les amis de Sion le féliciter d'avoir vaincu la méchante sentinelle. Ils ne se demandent pas comment il a survécu, mais quand Mars se réveille, il ne voit que Sion et une sentinelle maléfique vaincue. Tout le monde pense que Sion est incroyable d'avoir pu tuer un monstre aussi puissant qu'une sentinelle maléfique, mais au fond de lui, Sion sait qu'il est un imposteur puisque celui qu'il a réellement vaincu est Phil. À ce moment-là, il remarque Phil qui passe et prend cela comme une insulte personnelle. Il va donc voir Phil et recommence à se battre avec lui. Cependant, il est beaucoup plus difficile pour lui de considérer Phil comme inférieur lorsqu'il sait que Phil pourrait facilement lui tirer dessus en ce moment même, mais qu'il choisit de ne pas le faire. Il lâche la veste de Phil et commence à s'éloigner sans dire un mot. Une fois Sion parti, Colette demande à Phil s'il s'est passé quelque chose entre eux, et c'est bien le cas. Au même moment, Edward vient de faire irruption dans le bureau de la directrice Coldron et exige que Phil soit renvoyé immédiatement. Coldron demande pourquoi Edward veut soudainement renvoyer Phil. Il est déjà dans sa 6e et dernière année à l'académie, ils ne peuvent pas l'expulser sans raison. Edward essaie d'argumenter que Phil ne peut pas être autorisé à rester dans cette école car il est un guerrier, pas un mage, et il ne supportera pas que quelqu'un qui ne sait pas utiliser la magie essaie de le surpasser. Coldron sort les dossiers de Phil et souligne que Phil a d'excellentes notes en écriture et que ses rapports de magie sont incroyablement perspicaces. Mis à part le fait qu'il ne sait pas utiliser la magie, il est la définition même de l'élève parfait. Si son rêve était de devenir un magie Vendée, il pourrait facilement exceller dans n'importe quelle autre profession qu'il choisirait, et c'est le devoir de l'académie de produire des gens instruits pour le jour obsolète.
Cependant, Édouard déclare que c'est le fait que Phil veuille devenir un magie à Vendée qui pose problème, et Coldron comprend le point de vue d'Édouard, alors elle propose une solution. Elle dit à Édouard d'aller tester personnellement Phil, et si Phil ne peut pas passer le test d'Édouard, alors il est libre de l'expulser s'il le souhaite. Édouard demande à Coldron si elle est sûre de vouloir laisser le test de Phil à sa première reine, et Coldron répond qu'elle n'y voit pas d'inconvénient puisque cela ne fera pas de différence. Elle pense même qu'il sera plus divertissant de laisser celui qu'on appelle la vipère sombre tester Phil. De son côté, Phil se prépare pour son prochain cours et demande à Colette de l'aider à ouvrir son casier. Elle s'exécute avec plaisir et il s'excuse de la laisser faire tout le temps puisqu'il ne peut pas utiliser la magie. Elle lui répond que cela ne la dérange pas, mais remarque alors l'épée de Phil dans son casier et lui demande s'il s'entraîne toujours avec. Phil répond que oui, mais qu'il n'a pas pu obtenir l'autorisation de l'utiliser pendant qu'il était à l'école, et que dans son dortoir, son colocataire ne le laissait pas faire quoi que ce soit de dangereux. Plus tard, Colette et lui se rendent à la bibliothèque pour étudier ensemble, et Phil prend le sujet très au sérieux bien qu'il l'ait déjà étudié auparavant. Colette lui dit d'y aller doucement puisqu'il est déjà le premier de la classe en écriture, mais Phil dit qu'il doit continuer à étudier de toutes ses forces car il ne peut pas se permettre de perdre un seul crédit. En outre, il aime apprendre l'histoire du point de vue des autres races, d'autant plus qu'il peut s'identifier aux nains. Ils ont fait la guerre à de puissants mages, mais n'ont jamais abandonné malgré le défi. À ce moment-là, Colette remarque que Phil a une mèche blanche sur la tête, et elle dit que c'est probablement parce qu'il se surmène. Elle lui propose de l'arracher, et même si Phil lui dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, elle a quand même très envie de le faire. Cependant, au milieu de leur flirt, Édouard arrive derrière Phil et lui dit de venir seul à la salle des sorts parce qu'il a quelque chose à faire. Un peu plus tard, Phil arrive à la salle des sorts et Édouard lui dit qu'il va lui offrir un cours de rattrapage spécial et qu'il devrait en être reconnaissant. Phil n'arrive pas à croire qu'Édouard lui propose un cours de rattrapage, mais cela prouve tout de même qu'il n'a pas de bonnes intentions. Édouard veut voir ce que Phil peut vraiment faire, alors il tire un coup de semonce pour faire comprendre à Phil que c'est sérieux. Il dit à Phil que s'il réussit à porter un coup, Édouard lui accordera 5 crédits de sorcellerie. Dans le cas contraire, s'il échoue, il sera immédiatement expulsé. Il dit aussi à Phil qu'il n'a pas le droit de refuser ce test non plus, et il commence à lancer un sort pour éliminer Phil. Pendant ce temps, Workner vient d'être convoqué dans le bureau de Coldron, et elle s'excuse de l'avoir fait venir si rapidement, mais elle a pensé que Workner devait être informé de ce que fait Édouard. Elle jette un sort pour lui montrer le test qu'Édouard fait subir à Phil et interdit à Workner d'intervenir pour quelque raison que ce soit. Elle estime qu'il est juste qu'Édouard obtienne ce qu'il demande puisque Workner a obtenu la même chose lorsqu'il a demandé à surveiller Phil. Cependant, Workner pense qu'il est trop cruel de laisser Édouard tester Phil, car c'est un homme qui a failli devenir un magie à Vendée. Il a peut-être échoué, mais il possède toujours un pouvoir équivalent à celui d'un magie à Vendée, et Phil est donc en grand danger en ce moment. Jusqu'à présent, Phil a réussi à éviter d'être touché par les sorts d'Édouard, mais ce dernier n'a utilisé que de la magie noire de bas niveau jusqu'à présent. Phil n'en revient pas de la puissance d'Édouard. Phil doit se défendre d'une manière ou d'une autre, alors il essaie de courir derrière Édouard et de lui donner un coup de pied, mais Édouard le bloque facilement avec un sort de bouclier. Le bouclier est trop solide pour que Phil puisse le briser sans arme, et Édouard le traite de désespéré pour avoir pensé qu'il pourrait traverser un bouclier magique avec un coup de pied. Édouard lui assène alors un coup, et Phil commence à craindre qu'il n'y ait aucun moyen pour lui de gagner, car Édouard est tout simplement trop fort pour qu'il puisse le battre dans l'état où il se trouve. Édouard dit à Phil qu'il se limitera à 2 sorts, un pour attaquer avec le feu et un pour se défendre des attaques grossières de Phil. Cependant, même s'il ne s'agit que d'un seul sort d'attaque, celui qui maîtrise ce seul sort peut surpasser celui qui en a appris 1 millier. Édouard lance en même temps son sort de feu, et Phil sait qu'il aura du mal à s'en sortir s'il est touché, alors il commence à s'enfuir. Mais Édouard est toujours capable de le frapper, et on peut dire qu'Édouard aime ça parce qu'il a l'air de diriger une symphonie de cris de Phil. Phil finit par tomber au sol et réalise qu'il n'y a aucun moyen pour lui de battre Édouard comme ça, mais s'il avait son épée, il pourrait au moins tenir tête à Édouard. À l'extérieur de la salle des sorts, Colette rangeait ses affaires dans son casier et s'inquiétait pour Phil, car Édouard avait demandé à Phil de venir seul pour les cours de rattrapage, ce qui n'était pas de bon augure. Tout à coup, Kiki arrive en courant dans la pièce, couverte du sang de Phil, et elle essaie d'atteindre l'épée de Phil dans son casier. Colette se rend compte que quelque chose de grave est vraiment arrivé à Phil et ouvre son casier pour qu'il puisse lui donner son épée. Alors que Phil est allongé sur le sol, Édouard s'avance lentement vers lui en disant que Phil ne pourra jamais espérer devenir un magie à Vendée s'il ne peut pas le surpasser ici. La magie a toujours régné en maître. Même dans le passé, lorsque les nains ont fait la guerre aux mages contre une armée de 10 000 nains, il a suffi d'un seul mage pour les anéantir tous. L'épée ne sera jamais comparable à la baguette, mais même si les chances sont insurmontables, Phil veut toujours devenir un magie à Vendée, il fera tout ce qu'il faut pour y parvenir. Édouard ne comprend pas pourquoi Phil se donne tant de mal pour devenir un magie à Vendée, alors il lui demande s'il a un but noble à atteindre.
Phil lui répond qu'il veut être aux côtés de la fille qu'il aime, mais Edward pense que c'est une raison stupide. Cela peut sembler ridicule à Edward, mais Phil a fait une promesse à Elfaria, et quoi qu'il en coûte, il veut pouvoir regarder le coucher de soleil avec elle. Juste à ce moment-là, Colette arrive à la salle des sorts et lui jette l'épée de Phil. Maintenant qu'il est enfin armé, Phil est capable de contrer le sort de feu d'Edward. Edward est choqué par le fait que Phil ait pu couper le sort, mais il comprend que c'est parce que l'épée de Phil est spéciale. Malgré cela, il a l'intention de prouver que Phil n'est pas à la hauteur d'un mage. Phil est terrifié par les flammes d'Edward, et si cela avait été possible, il aurait fui ce combat depuis longtemps. Mais affronter Edward est le seul moyen pour Phil d'aller de l'avant, alors il charge vers Edward tout en esquivant toutes ses attaques. Comme il est enfin assez près, il tranche la barrière d'Edward et réussit à lui griffer la joue. Edward est forcé d'admettre que Phil a réussi le test, il lui donne ses 5 crédits et s'en va. Phil s'effondre sur le sol, épuisé, et Colette se précipite pour le féliciter de sa victoire, mais il s'est totalement évanoui. Coldron loue la performance de Phil, et Workner dit que sa stratégie de plonger dans l'attaque pour réduire la distance et attaquer à partir d'un angle mort était brillante. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que son coup d'épée était assez puissant pour dépasser le bouclier d'Edward. Phil a donc peut-être ce qu'il faut pour devenir un magie Vendée après tout. Dans un flashback, nous voyons la fois où Elfaria a offert à Phil sa paire de lunettes. Immédiatement après, elle a dû lui dire au revoir car elle se rendait au sommet de la tour. Cependant, alors qu'elle s'éloignait, Phil a appelé Elfaria et lui a juré qu'il trouverait un moyen de grimper au sommet de la tour, afin qu'ils puissent être ensemble. Même si tout le monde est contre lui et qu'il ne peut pas utiliser la magie, Phil jure qu'il tiendra sa promesse et qu'il verra un jour le coucher de soleil avec elle. Émue par le discours de Phil, Elfaria se retourne, les larmes aux yeux, et lui dit qu'elle l'attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Alors qu'Elfaria s'en va enfin, Phil jure que c'est la dernière fois qu'il pleure ou qu'il agit de façon pathétique. De retour dans le présent, Phil est occupé à livrer du papier, car il doit faire beaucoup de boulot pour payer ses études. Alors qu'il effectue son trajet habituel, il croise Donnan, qui le salue chaleureusement, souhaitant à Phil bonne chance pour son trajet. Donnan mentionne également qu'il se rendra à la taverne plus tard dans la journée, et Phil lui dit qu'il l'attendra. Alors que Phil part en courant pour terminer ses livraisons, il trébuche sur des marches et renverse les journaux un peu partout. Mais ce n'est pas un problème car, grâce à sa vitesse, il peut facilement ramasser tous les journaux en l'air et éviter de tomber. Un journal lui échappe et il s'approche pour le ramasser, mais en le faisant, il remarque un article sur Elfaria et sur le fait qu'elle a créé un nouveau type de magie originale. Elle est la première personne à avoir créé 12 sorts magiques originaux différents, et Phil est heureux de voir qu'elle continue à travailler dur là-haut, alors il va travailler dur ici aussi. Il s'apprête à repartir, mais il remarque une autre section de l'article qui dit qu'Elfaria a personnellement transmis une demande à l'académie. Il flippe complètement et court immédiatement dans son dortoir, demandant à son colocataire Rusty s'il peut l'aider à fabriquer un objet magique dans un délai très court. Rusty lui demande ce qu'il y a de si urgent, alors Phil lui parle de la demande d'Elfaria, et il veut être celui qui s'en occupera. Il n'a pas de cours aujourd'hui, il est donc libre de donner la priorité à la demande et commence à s'habiller. Le travail consiste à rassembler des noyaux de glace de Frostwalker, car elle a apparemment besoin de beaucoup de kabbalistes magiques, et tous les élèves participants seront rémunérés en conséquence, donc Phil a juste besoin des objets magiques de Rusty pour l'aider. Rusty plaisante en disant que Phil est très direct dans sa demande, mais il n'a aucune raison de refuser, alors il donne à Phil ses nouveaux objets magiques améliorés, ce dont Phil est très reconnaissant. Au 4e étage du donjon, Phil vient juste d'arriver pour commencer à collecter des noyaux de glace, mais il y a déjà une tonne d'étudiants ici pour faire la même chose. Phil s'y attendait, car Elfaria est célèbre, et il va donc se donner à fond. Cependant, alors qu'il est sur le point de commencer, une énorme explosion retentit dans la grotte, et il semble qu'elle ait été causée par Sion, qui vient de faire exploser un groupe de marcheurs du givre. Ses amis le félicitent pour son habileté, mais intérieurement, Sion se rend compte qu'il est encore loin d'avoir la force dont Phil a fait preuve ce jour-là. Lorsque Phil voit Sion, il est franchement impressionné par la puissance magique qu'il a utilisée, bien que Sion semble vraiment en colère à propos de quelque chose. Quoi qu'il en soit, avec tous ses élèves, Phil n'aura jamais l'occasion de tuer des marcheurs du givre, et son seul choix est de s'enfoncer plus profondément dans le donjon. En descendant, Phil finit par apercevoir une fille en danger, et il s'empresse d'agir. Quelques instants plus tard, les 3 monstres ont été tranchés en 2. La jeune fille est choquée par ce qu'elle vient de voir, car c'est la première fois qu'elle voit un étudiant en magie utiliser une épée pour se battre. Phil lui demande si elle va bien, et une fois le choc initial dissipé, elle répond qu'elle va bien et se présente sous le nom d'Iris. Nous passons à une conférence de Workner, où il parle de la grande réussite qu'est la création d'une nouvelle magie. Il explique que la création d'une nouvelle magie est un accomplissement si grandiose qu'il justifie une promotion inconditionnelle au sommet de la tour magique. La magie nouvelle est généralement nommée d'après la personne qui l'a créée ou d'après des mots qui lui sont associés.
Par exemple, le sort de magie noire d'Axe d'Arbican qu'Édouard a utilisé porte le nom d'un mage de l'Antiquité appelé le gardien du feu d'Arbican. Si l'un des élèves ici présents parvient à créer une nouvelle magie, il inscrira son nom dans l'histoire pour toujours. Une élève lève la main et demande à Workner si cela signifie qu'Elfaria est une mage extraordinaire. Sans aucun doute, Workner pense qu'Elfaria est incroyablement douée pour la magie. Il est rare qu'un seul mage puisse créer 12 sorts originaux à lui tout seul, il n'est donc pas exagéré de dire qu'elle est l'une des plus grandes mages de tous les temps. Après avoir entendu les réalisations d'Elfaria, Colette doit admettre qu'elle est tout aussi extraordinaire que Phil l'a dit, mais son amie Rose commence à la taquiner parce qu'elle est jalouse d'Elfaria parce qu'elle est amoureuse de Phil. Colette est gênée et crie à Rose de dire des choses aussi ridicules, mais cela provoque une perturbation dans la classe. Workner se retourne et lui dit de s'asseoir et de se taire. Pendant ce temps, dans le donjon, Phil et Iris marchent le long d'un passage. Après que Phil se soit présenté à elle, elle se souvient avoir entendu parler de lui depuis qu'on lui a parlé d'un élève de première année qui ne pouvait pas utiliser la magie, surnommé le sans-talent sans précédent. Phil est choqué d'apprendre que les gens l'appellent ainsi, mais il remarque aussi qu'Iris a parlé de lui comme d'un élève de terminale. Elle explique qu'elle n'a que 14 ans, ce qui signifie qu'elle a 2 ans de moins que Phil, ce qui fait d'elle une étudiante de 4e année. Curieux de savoir quelque chose, Phil demande à Iris si elle n'éprouve pas du dédain à son égard en raison de son manque de magie. Iris ne voit pas pourquoi elle devrait détester Phil pour une telle raison, d'autant plus qu'il l'a sauvée il y a quelques minutes. Même s'il ne sait pas utiliser la magie, elle respecte sincèrement les gens qui ont des talents particuliers. Phil, un peu troublé, change de sujet et demande à Iris si elle est ici à cause de la demande d'Elfaria. Iris confirme en disant qu'elle veut être utile à Magia Vendée, et qu'un jour elle espère devenir l'une des personnes qui soutiendront le ciel, et elle ne parle pas de façon métaphorique, d'ailleurs. Dans ce monde, les gens ne peuvent pas voir le vrai ciel parce que leur monde est caché. Les formidables énergies de la Magia Vendée recouvrent tout et créent un faux ciel connu sous le nom de Grande Barrière. Selon la légende, lorsque la Grande Barrière tombera, le monde sera à nouveau plongé dans l'obscurité et une grande calamité s'abattra sur lui. C'est pourquoi les élèves sont motivés pour répondre aux demandes des Magia Vendée, non seulement parce qu'ils les admirent, mais aussi parce qu'ils pensent que cela les aidera à remplir leur mission, qui est de maintenir le ciel en l'état. Iris mentionne qu'elle a déjà eu l'honneur de rencontrer Elfaria en personne, ce qui surprend Phil, qui commence à lui raconter comment cela s'est passé. Un jour, elle s'est retrouvée coincée dans le donjon, alors que sa vie commençait à défiler devant ses yeux, elle ne voyait pas comment s'en sortir. Cependant, avant qu'elle ne soit dévorée, une barrière de glace enferma tous les monstres qui l'attaquaient. Elle se retourna et découvrit Elfaria qui lui demandait si elle allait bien. C'est une expérience qu'elle n'oubliera jamais, et c'est pourquoi elle veut faire tout ce qu'elle peut pour aider Elfaria. Cependant, bien qu'elle soit venue chercher les noyaux des marcheurs du givre, elle n'a pas réussi à en trouver un seul, et son sort de recherche n'a rien donné non plus. Elle suppose que les autres élèves ont dû tous les vaincre, mais Phil ne pense pas que ce soit le cas. Il montre à Iris un fragment de glace que les marcheurs du givre laissent derrière eux lorsqu'ils se déplacent. Normalement, ce fragment est censé mesurer environ 1 millimètre, mais celui-ci est énorme. Cela signifie qu'il doit y avoir un marcheur de glace puissant dans les environs, probablement quelque part où le sort de recherche d'Iris ne peut pas être détecté. Iris demande à Phil comment il peut savoir tout cela alors qu'il ne peut pas utiliser la magie. Il lui explique qu'il étudie la magie parce qu'il la trouve extraordinaire, mais qu'elle n'est pas toute puissante, surtout pas dans un endroit comme le donjon. Alors lui, qui n'a pas de magie, doit utiliser toutes ses connaissances, sa sagesse et son expérience pour compenser. Iris demande à Phil ce qu'il entend par expérience, et comme il se trouve dans une grande salle ouverte, l'expérience de Phil lui indique qu'un combat de boss est sur le point d'avoir lieu. Alors que le marcheur de givre tente de les attaquer furtivement, Phil se précipite pour mettre Iris à l'abri. Lorsqu'elle réalise enfin ce qui se passe, elle identifie le monstre comme étant un Frost Rex. Le Rex de givre est la forme la plus élevée du marcheur de givre, et il vaut à lui seul 6 crédits, ce qui en fait le monstre boss spécial du 4e étage. Le Frost Rex tire un laser de glace dans leur direction, et Phil saute pour éviter d'être congelé à mort. Il dépose Iris et lui demande de rester en arrière pendant qu'il s'occupe du Frost Rex. Cependant, Iris l'avertit que les attaques physiques ne fonctionneront pas contre le Rex, car tout ce qu'il touchera sera instantanément gelé. C'est pourquoi le combat rapproché est totalement exclu, et l'on pense généralement que le seul moyen d'en venir à bout est d'utiliser des attaques magiques à longue portée. Phil n'est pas inquiet, car il a un plan en tête. Alors que le Rex commence à charger un nouveau rayon laser, Phil prépare l'objet magique qu'il a obtenu de Rusty et fonce sur lui. Il évite le rayon de glace et atterrit derrière le Rex avant de glisser en dessous. Le Rex n'arrive pas à suivre Phil et commence à tirer dans des directions aléatoires. Pendant qu'il n'y prête pas attention, Phil utilise l'objet magique pour s'accrocher à son corps avant de s'élancer autour de la pièce pour l'enchevêtrer. En peu de temps, il a complètement enchevêtré le Rex dans des fils et déclare que les principales faiblesses des Rex du givre sont la magie du feu et les attaques explosives.
Alors que le Rex du givre s'apprête à lui envoyer une nouvelle salve, Phil active l'objet magique, ce qui a pour effet d'enflammer les fils. Le feu remonte jusqu'aux bombes attachées au crochet, provoquant une énorme explosion. Le Frost Rex n'est plus qu'un tas de décombres, Phil rétracte l'outil et note mentalement de remercier Rusty pour son aide plus tard. Iris est stupéfaite de ce qu'elle vient de voir, mais sa vraie personnalité se manifeste alors. Elle remarque que Phil est bien plus fort que ce que les rumeurs lui avaient laissé croire et se demande comment elle devrait faire part de ses découvertes. Pendant qu'elle réfléchit, Phil attire son attention et lui annonce qu'ils ont obtenu une très bonne carotte de glace et qu'ils peuvent donc repartir. Iris sourit en signe d'accord, conservant sa personnalité et évitant les soupçons. Un peu plus tard, Iris se rend à la tour des sorciers, et tout en marchant dans les couloirs et en enlevant son déguisement, elle repense à ce qu'elle a appris en suivant Phil. Il ne peut vraiment pas utiliser la magie, mais il compense cette incapacité par des moyens créatifs. En plus de son sens du combat et de son expérience, cela signifie que même s'il n'est pas qualifié pour être un mage, c'est un guerrier incroyablement talentueux. Au bout du couloir, elle s'approche d'une grande porte et l'ouvre pour rencontrer les magies Vendée. Elle leur demande un peu de temps et s'excuse d'interrompre quelque chose d'important. Cario lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'excuser puisqu'il s'agit d'une réunion ennuyeuse pour le plaisir. Pourtant, la situation est grave, car si la barrière céleste était franchie maintenant, le monde serait certainement détruit. L'hôte céleste qui les observe de l'autre côté du ciel les submergerait instantanément avec le nombre de mages dont il dispose actuellement. Il devait donc se dépêcher de trouver d'autres mages prometteurs pour les aider à combattre en ce jour fatidique. Sinon, la calamité décrite dans la légende se produira, et ils ne peuvent pas laisser cela se produire. Il demande à Iris comment s'est déroulée sa mission d'observation et si elle a trouvé quelqu'un d'utile. Elle confirme qu'elle a réussi à trouver une personne prometteuse qui pourrait être utile à leur cause, le sans talent qui ne peut pas utiliser la magie, Phil Serfort, et elle recommande qu'il soit intronisé dans la tour. Cario et Eleanor sont contre cette idée, mais Zéo pense que cela pourrait être amusant, et Elfaria choisit de réserver son avis sur la question. Zéo ne se préoccupe pas de savoir de qui il s'agit du moment qu'il est utile, mais Eleanor pense qu'il serait insensé d'amener ici une personne dépourvue de magie. Ils sont sur le point de se disputer, mais Cario les calme et leur dit qu'ils n'ont pas besoin de prendre une décision maintenant, car le grand festival de magie aura lieu bientôt, et ils pourront utiliser les résultats pour décider. Les plus utiles se retrouveront naturellement aux premières places, donc si Phil n'y arrive pas, c'est qu'il n'était pas fait pour la tour. Sur ce, ils clôturent la réunion et se téléportent tous à l'extérieur. Elfaria, qui est la seule à rester, est heureuse de savoir que Phil essaie toujours de tenir sa promesse, et elle lui dit qu'elle l'attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Dans le cadre de la prochaine épreuve à laquelle les élèves doivent participer, ils sont tous prêts à se battre contre des golems. Si vous parvenez à en vaincre un, vous réussissez. Sion et Colette sont les premiers à se battre, et ils parviennent tous deux à vaincre leur golem avec facilité. Pendant ce temps, Phil lutte contre son golem. Phil essaie de courir derrière le golem pour lui donner un coup de poing. Mais lorsque les élèves le voient sur le point d'attaquer avec ses poings, ils commencent à se moquer de lui parce qu'il n'est pas capable d'utiliser la magie. Cela distrait Phil suffisamment longtemps pour que le golem lui assène un coup de pied retourné à travers la pièce. Les élèves commencent à partir, satisfaits que Phil n'ait pas réussi à vaincre son golem. À l'autre bout de la salle, quelques élèves n'ont aucun problème avec les golems. Il s'agit de Léana et de Wignal, qui ont tous deux réussi sans aucun doute. Mais il y a un autre élève qui sort et commence à lancer de la magie de glace. D'un coup de baguette, il envoie des éclats de glaçons sur tous les golems, les enfermant dans des blocs de glace. Il s'agit de Julius, l'un des 3 meilleurs élèves de l'académie, avec les 2 autres. Léana félicite Wignal et Julius de l'avoir suivi et de ne pas s'être relâchés, mais le banquet va bientôt commencer, et il n'y avait donc aucune raison pour qu'ils se relâchent. Sur ce, Julius déclare qu'il aimerait leur déclarer une guerre amicale et qu'il utilisera sa nouvelle technique ultime pour les vaincre le moment venu. En gage de sincérité, il leur offre une rose glacée, mais ni Wignal ni Léana ne semblent s'en réjouir, même si Wignal semble attendre avec impatience le face-à-face avec Julius. Ces 3-là sont pratiquement des célébrités au sein de l'école, car ils sont les seuls étudiants à avoir obtenu plus de 10 000 crédits sur un total de 12 000. Certains pensent que les crédits reflètent les capacités d'un mage, mais Phil est loin d'être à ce niveau. Pour l'instant, il n'a même pas assez de crédits pour obtenir son diplôme, et c'est sa dernière année dans cette école. Alors que Phil est assis là et se demande ce qu'il va faire, Julius et ses vitres s'approchent de lui et commencent à l'insulter pour son manque d'aptitude à la magie. Phil s'écarte de leur chemin pour ne pas causer de problème. Alors que Julius et les autres s'en vont, Phil les entend parler du grand festival de magie, et il n'avait pas réalisé que c'était déjà la période de l'année. Plus tard dans la journée, pendant le déjeuner, Colette s'approche de Phil et lui dit que son seul espoir de devenir un magie Vendée est d'être repéré au festival de magie. Tenter d'obtenir son diplôme en se basant uniquement sur sa pratique et son écriture n'est pas pratique. Il est arrivé que des étudiants soient repérés sans avoir les 7000 crédits nécessaires pour obtenir leur diplôme. Le festival de magie est un grand événement qui a lieu tous les 2 ans.
Il comprend plusieurs événements différents et attire les hommages de la tour qui espèrent repérer des talents prometteurs. Le festival est un lieu où les différentes factions magiques se disputent le droit de recruter les meilleurs étudiants, et il n'est pas exagéré de dire que les admissions à l'Institut supérieur sont décidées pendant le festival. Il existe 5 factions: la faction du tonnerre, la faction des elfes, la faction du feu, la faction de la glace et la mystérieuse Noé. Toutes ces factions, à l'exception du mystérieux Noé, sont dirigées par leur magie Avendée respective, donc si elles vous repèrent, c'est une promotion assurée. Phil pense qu'il est peu probable qu'il soit choisi, car il a déjà échoué, et pour qu'il soit remarqué, il faudrait qu'il ait une magie extraordinaire qui fasse son hommage. S'il a raison sur ce point, il y a encore d'autres moyens de se faire repérer. Colette a entendu des rumeurs selon lesquelles des guetteurs viendraient chercher des élèves talentueux, mais Phil pense que les guetteurs ne sont qu'une légende urbaine. Il n'y a aucune chance qu'un enfant sans magie et sans talent comme lui ait sa place au festival, alors il va rester dans les coulisses et aider aux préparatifs. Colette pense que Phil pourrait changer le regard des gens sur lui s'il participait au festival cette année et leur montrait ce dont il est capable. Mais Phil ne veut toujours pas y participer, car cela finirait par devenir un concours d'athlétisme s'il y participait. Il a déjà essayé de participer au festival une fois, lors de sa 2e année, et il s'est fait littéralement huer hors de la scène pour avoir utilisé des attaques physiques. Cela lui a valu une mauvaise réputation et il ne s'est toujours pas remis de l'humiliation qu'il a subie, c'est pourquoi il ne veut vraiment pas y participer. Les élèves de toute l'école ont commencé à s'entraîner sérieusement pour le festival, et Colette rappelle à Phil qu'en plus des hommages, de nombreux éclaireurs de la capitale seront également présents. Ainsi, même si Phil ne parvient pas à décrocher une place de magie à Vendée, il pourra toujours être repéré pour une autre carrière. Le festival de magie est l'occasion idéale de montrer ses capacités, et Colette tient vraiment à ce que Phil montre à tout le monde à quel point il est doué. Mais Phil ne pense toujours pas que ce soit une bonne idée de participer sans pouvoir utiliser la magie. À ce moment-là, Colette remarque quelque chose d'étrange. Elle se rend donc à l'un des autres casiers et dit à Phil qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est bien caché, mais elle sent qu'il y a une barrière. Phil lui demande si elle est sûre qu'il ne s'agit pas simplement d'un sort de verrouillage du casier, mais Colette voit bien que la barrière est faite pour bloquer le son et obstruer la vue. Colette pourrait la briser avec sa magie, mais cela pourrait être gênant, alors elle demande à Kiki de le faire à sa place. Une fois la barrière dissipée, elle trouve un escalier caché derrière les casiers, qui mène à un cercle de jeux secret. Une bande d'étudiants s'y retrouve pour parier sur le vainqueur du festival de magie. Colette trouve déplorable que les élèves transforment leur vestiaire en cercle de jeu illégal, mais Phil remarque alors que Sion se tient en face d'eux, et il est surpris de le voir ici car Sion n'a pas l'air d'être le genre de gars qui aime parier. Sion se met sur la défensive et commence à crier à Phil de se mêler de ses affaires, mais Colette intervient et prévient Sion que s'il se bat avec Phil sans raison, elle fera en sorte qu'il le regrette. Sion se calme et Phil lui demande à nouveau ce qu'il fait ici puisqu'il n'a pas l'air de participer au pari. Sion ne ressent pas le besoin de répondre aux questions de Phil, mais ce n'est pas du tout comme s'il était venu ici pour voir si les gens pariaient sur lui ou non, et il n'est certainement pas contrarié par le fait que personne ne pense qu'il a une chance de gagner, même s'il est le 4e meilleur élève de l'école. Certes, les 3 meilleurs élèves ont peut-être un peu plus de crédit que lui, mais le score de Sion se situe dans les 9000, et la seule raison pour laquelle il est moins bien classé que les autres est qu'il a échoué une fois à un test d'écriture. Depuis, il travaille beaucoup plus dur pour rattraper les crédits perdus et se remettre à niveau, mais ses compétences en magie sont toujours au même niveau que celles de Léana et des autres, et il a donc autant de chances de gagner au festival que n'importe lequel d'entre eux. Bien qu'il ne sache pas pourquoi il essaie de se justifier auprès de Phil. Le reste de la journée se déroule normalement, et une fois les cours terminés, Phil se lève pour partir. Avant qu'il ne parte, Colette attire son attention et lui demande s'il est libre après les cours, car elle aimerait bien passer du temps avec lui, même s'il ne s'agit que d'aller dans le donjon ensemble. Malheureusement, Phil a du travail ce soir, il ne pourra donc pas passer du temps avec elle aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, Phil se trouve au restaurant Jean S, à la périphérie de la ville, où il travaille comme serveur. Il apporte à Donnant un plateau de nourriture et de boissons, et Donnant se sent mal à l'aise de voir à quel point Phil doit travailler dur tout le temps. Il livre des journaux le matin, suit des cours pendant la journée et doit ensuite travailler ici le soir. C'est vraiment difficile, mais Phil doit faire avec, car il n'a pas droit à la bourse de l'école, ce qui signifie qu'il doit tout payer de sa poche. Donnant mentionne qu'il a entendu parler du grand festival de magie qui aura lieu bientôt, il suggère donc à Phil d'y participer, mais Phil rejette immédiatement l'idée parce qu'il ne veut pas être humilié à nouveau. Jean hurle à Phil de se remettre au travail et lui fait remarquer que son ami travaille beaucoup plus dur que lui. Nous voyons ensuite Rusty, qui travaille également comme serveur ici, bien qu'il ne le fasse que pour Phil, pour lui rendre service, car cette nuit est très occupée et l'un des employés de Jean a démissionné. Tout ce travail supplémentaire va se retrouver sur les épaules de Phil si elle n'embauche pas quelqu'un rapidement. Une fois le dîner terminé, Phil et Rusty font la vaisselle, et Rusty demande à Phil s'il est vraiment d'accord pour travailler ici, car le salaire que lui versent les nains n'est pas très élevé.
Il pourrait facilement demander à Workner de l'aider à trouver un emploi mieux rémunéré, mais Phil ne veut pas trop déranger Workner, et en plus, il aime beaucoup les gens d'ici, alors travailler avec eux est amusant pour lui. Ils sont honnêtes, attentionnés et le couvrent de chaleur, et Phil les respecte beaucoup. Tout va pour le mieux, mais quelques instants plus tard, tout est gâché lorsque Julius entre dans le restaurant juste pour se montrer détestable. Dès qu'il entre, la première chose qu'il fait est d'insulter le restaurant et les nains qui s'y trouvent. Julius remarque alors la présence de Phil et se met à rire en pensant qu'un raté comme Phil ne peut fréquenter que des barbares comme les nains. Cela énerve Donnan, mais les autres nains le retiennent car ils ne peuvent pas se permettre de se battre avec un mage. Julius commence à menacer Donnan de ne rien tenter d'amusant, car lui et tous les autres nains ne sont que des immigrants qui ont fui ici après que les Célestes ont détruit leur monde, et les humains ont gracieusement permis à son espèce de vivre ici sans problème, donc un nain comme lui n'a pas le droit de lancer un tel regard à Julius. Donnan se calme, car il sait qu'il ne peut rien faire. Tout ce que Julius a dit sur le fait que les nains sont des réfugiés est vrai, puisqu'ils ont fui ici après la destruction de leur monde. Mais même si la même chose s'est produite avec les elfes, les nains sont traités avec mépris par les humains. Ainsi, si Donnan attaquait Julius pour ce qu'il a dit, tous les nains de la ville en subiraient les conséquences. C'est ainsi que le monde fonctionne ici, mais Phil ne peut tolérer une telle injustice. Il décide qu'aujourd'hui sera son dernier jour de travail ici, et comme il n'est plus employé dans cet établissement, Phil est libre de faire ce qu'il veut sans que j'en ai à en subir les conséquences. La première chose qu'il fait est d'aller à la table de Julius et de lui dire de retirer ce qu'il vient de dire à propos des nains. Les nains sont des travailleurs acharnés qui ont su tirer le meilleur parti des conditions difficiles qui leur ont été imposées et qui ont prospéré, et Julius n'a donc pas le droit de les traiter de barbares. Cependant, Julius se fiche éperdument des nains et de leur lutte. Il donne un coup de pied dans son assiette à Phil et ses deux hommes de main se lèvent, prêts à tabasser Phil. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'une assiette de nourriture jetée sur lui est considérée comme une agression, de sorte que tout ce que fait Phil à partir de maintenant peut être considéré comme de l'autodéfense. Phil attrape immédiatement les deux garçons par la chemise et leur donne un aperçu du goût du sol. Julius se fait taillader, et cela fait longtemps qu'il n'a pas subi une telle humiliation, alors il dit qu'il va faire payer Phil pour ce qu'il a fait. La salle commence à se figer lorsque Julius sort sa baguette et commence à attaquer Phil. Phil saute en arrière pour éviter les coups de glace de Julius, mais il n'a pas son épée et se trouve dans un espace clos. Finalement, Julius réussit à le piéger avec de la glace et à plaquer Phil contre le mur. Il s'approche alors de lui et s'apprête à le congeler solidement, de sorte que Rusty est sur le point d'intervenir et de sauver Phil, mais avant qu'il ne le congèle, Julius regarde Phil dans les yeux, espérant le voir supplier pour sa vie, mais les yeux de Phil ne montrent aucun signe de peur, de sorte que Julius décide de changer de plan. Au lieu de congeler Phil ici, il veut le faire au festival de magie afin de l'humilier complètement devant toute l'école. Phil accepte de se battre contre Julius au festival de magie, et Julius dit que s'il gagne, il fera expulser Phil de l'école une fois pour toutes. Mais Phil veut juste que Julius s'excuse auprès de tous les nains à qui il a manqué de respect lorsqu'il aura gagné. Le jour du grand festival de magie, tout le monde est impatient de voir ce que les élèves peuvent faire. L'éclaireur de la faction du feu demande à ses hommes d'être à l'affût d'un étudiant talentueux, car on ne sait jamais qui possède les compétences nécessaires pour devenir magia Vendée. La première épreuve concerne les courses de dragons retransmises, et le Hana maintient une forte avance sur les autres concurrents depuis un moment, mais ce n'est pas la seule compétition qui se déroule en ce moment. Les spectateurs dans la foule attendent avec impatience les résultats, mais il y a aussi un bon nombre de recruteurs, à la fois de la tour et de l'extérieur, et ils sont tous intéressés par le recrutement des meilleurs étudiants que l'école a à offrir. Le Hana, sans surprise, remporte la course de dragons en un temps record. La prochaine épreuve sera donc l'attaque de la couronne, et il semble que Sion y participera. Il est de bonne humeur depuis que Colette est venue lui demander de rejoindre son équipe. Elle a dû se rendre compte de l'excellence de Sion et veut travailler à ses côtés plutôt qu'avec Phil. Cependant, lorsqu'il ouvre la porte de la salle d'entraînement, il est choqué d'y trouver également Phil. Colette précise qu'elle l'invitait à rejoindre une équipe avec elle et Phil parce que Phil a besoin d'une équipe avec un nombre total de crédits égal à 21 000 afin de participer à l'attaque de la couronne. Et comme ses crédits sont si bas, la seule personne à qui elle pouvait demander de remplir la dernière place était Sion. Phil s'excuse d'avoir mêlé Sion à ses problèmes, mais Sion ne voit pas pourquoi il devrait aider Phil. Tout d'abord, pourquoi Phil voudrait-il soudainement participer à un événement de haut niveau comme Crown Attack ? Mais pendant que Sion engueule Phil, ce dernier croise le regard de Julius, et Sion se rend compte que Phil ne se concentre que sur Julius. Colette explique qu'il s'est passé quelque chose entre Julius et Phil, et que ce dernier a soudain décidé qu'il participerait à l'événement Crown Attack quoi qu'il en coûte. Sion est furieux que Phil l'ignore, car il ne s'est toujours pas remis du sentiment d'infériorité qu'il a ressenti lorsque Phil l'a sauvé dans le donjon. Alors que l'événement suivant est sur le point de commencer, le commentateur, Mike, se présente, et son co-commentateur, Edward, est également présent, bien que Mike ne l'apprécie pas car Edward est le professeur le plus détesté de l'école en raison de sa sévérité et de son caractère effrayant.
En fait, il a peur qu'Edward le tue avant la fin du festival, mais le spectacle doit continuer. Mike annonce donc l'événement principal de la journée, l'attaque de la couronne. Un sort est jeté sur le stade, le transformant en une véritable carte de combat. Il y a une zone volcanique, une zone marécageuse, une zone de badlands, une zone végétale et une zone boisée. Contrairement aux autres événements, l'attaque de la couronne est une compétition d'équipes qui se déroule entre des cellules de 3 personnes. Toutes les équipes commencent par le bord extérieur du terrain et se dirigent vers le stade central. Au centre du stade se trouve une couronne géante, et la première équipe à s'en emparer remportera la victoire. Mais, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, car tout le terrain de jeu a été truffé de pièges de toutes sortes. Il est permis d'emprunter le chemin le plus court vers le stade et de gêner les autres équipes. De tous les événements, cette bataille royale sera certainement la plus brutale. Edward ajoute que l'événement a été créé pour servir de démonstration pratique de la façon dont les équipes gèrent ensemble un raid dans un donjon, mais personne ne se concentre sur la coordination des équipes. Tous veulent voir des combats de haut niveau entre les meilleurs élèves de l'école. Et s'il existait un cercle de jeu illégal dans l'école, ce qui n'est absolument pas le cas, l'équipe de Wignall est la plus populaire de toutes les équipes. Sans surprise, à l'autre bout du cercle de jeu, l'équipe la moins populaire est celle de Phil. Les élèves commencent à se moquer de Phil pour avoir osé penser qu'il pourrait participer à un événement tel que l'attaque de la couronne, mais Phil ne va pas perdre confiance cette fois-ci. Alors que les participants à l'épreuve se dirigent vers leur lieu de départ, Workner est choqué de voir que Phil a l'intention de participer lui aussi. Il tente d'en dissuader Phil, mais ce dernier a déjà pris sa décision dès le départ, et rien de ce que dit Workner ne peut l'arrêter. Il s'excuse de ne pas avoir écouté Workner, mais même si cela fait de lui la risée de l'école, c'est une compétition qu'il veut gagner par tous les moyens. Phil s'éloigne alors, et Workner admet qu'il ne pourra pas dissuader Phil, mais il rappelle à Phil qu'il a été prévenu des risques encourus. Si les choses tournent mal pour lui, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Tous les élèves étant en place, l'attaque de la couronne peut officiellement commencer. Les élèves se précipitent, et l'équipe de Julius est la première à tomber sur les pièges disposés sur le champ de bataille. Alors qu'ils s'approchent, les cubes s'engagent et forment une armée de golems qui se dresse sur le chemin de Julius. Avec autant de golems en un seul endroit, cela deviendrait facilement un obstacle insurmontable pour beaucoup d'étudiants. Cependant, Phil continue de foncer à toute allure, ne montrant aucun signe de ralentissement. Les élèves commencent à se moquer de lui pour avoir tenté de percer les sèmes de golem alors qu'il ne peut pas utiliser la magie et qu'il n'a pas réussi à battre un seul golem pendant l'exercice d'entraînement. Phil continue de courir vers les golems, et avant d'attaquer, il fait un signe à Colette, qui lance alors un sort pour créer un gantelet magique pour Phil, et avec ce gantelet, Phil est capable de démolir absolument tous les golems sur son chemin. Les spectateurs sont bouche bée devant les capacités de Phil, mais Workner s'attendait déjà à ce genre d'événement. Tant que Phil attaque avec un gantelet magique, il peut faire des dégâts importants même s'il n'a pas d'épée. Et comme c'est Colette qui l'a fabriqué, ce n'est techniquement pas contraire aux règles. Contre tous les pronostics et tous les paris illégaux, le premier à réussir à traverser la horde de golems est Phil, et il se dirige tout droit vers la couronne. Depuis le jour où Phil l'a sauvé, Sion ne cesse de revivre ce moment dans sa tête. Il le considère comme l'un de ses pires échecs, et il aurait préféré mourir plutôt que de subir une telle humiliation. C'est pourquoi il s'est efforcé de s'améliorer et d'accumuler chaque once de force que son corps peut générer, mais malgré tous ses efforts, Phil le surpasse toujours sans magie. Dans l'attaque de la couronne, Phil et son équipe ont pris une avance considérable, et l'objectif étant d'atteindre le stade et de s'emparer de la couronne, les autres concurrents vont devoir accélérer le rythme s'ils ne veulent pas être distancés. Phil arrive à la zone Badlands, et à son arrivée, d'autres pièges cubiques s'activent, et commence à tirer des balles de pierre sur Phil et les autres. Alors que les balles se dirigent vers eux, Phil s'arrête et utilise son gantelet pour frapper le sol, créant un mur de roche qui bloque les balles. Il saute ensuite en avant et demande à nouveau de l'aide à Colette, qui lance un sort qui crée une douzaine d'épées pour Phil, qui les utilise comme projectiles pour détruire tous les cubes qui se trouvent sur son chemin. Mike annonce que l'équipe de Phil a traversé les Badlands avec facilité, et qu'ils n'ont pas encore rencontré de piège qui leur pose un défi avec leur travail d'équipe, bien que Sion n'ait pas vraiment fait quoi que ce soit. Les spectateurs qui parient contre Phil tentent de minimiser ses compétences en disant que la magie de Colette fait tout le travail. Et sa magie y joue certainement un rôle, mais l'efficacité des armes au combat est entièrement due à la technique de Phil. Les éclaireurs commencent à remarquer Phil et son incroyable capacité à détecter et à contrer les pièges, et même s'ils ne l'aiment pas, Edward doit reconnaître son travail acharné. Tout le temps que Phil a passé dans les donjons lui a permis de minimiser l'inefficacité de ses mouvements, et ses réflexes surhumains lui permettent d'exploiter les moindres ouvertures disponibles. Une autre équipe est frustrée de perdre contre quelqu'un qui n'a pas de magie, mais leur haine pour Phil est distrait tellement qu'ils finissent par tomber dans un piège à fleurs et se font manger tout cru. Les autres équipes rencontrent les mêmes problèmes avec les pièges disposés le long du chemin, mais malgré tous ces obstacles brutaux, Phil parvient toujours à garder la tête de son équipe.
Les événements du tournoi ont provoqué un véritable tumulte dans le stade, à tel point que Julius peut l'entendre jusqu'ici. Il demande à ses coéquipiers une mise à jour de la situation actuelle de l'événement, et les coéquipiers de Julius utilisent un sort de détection pour localiser le reste de la compétition. D'après ce qu'il voit, il semblerait que Phil soit largement en tête, et s'ils ne font rien pour le contrer rapidement, Julius pourrait bien perdre. Cependant, Julius ne semble pas très inquiet, car il a prévu de s'occuper personnellement de Phil. Pendant ce temps, Phil et les autres viennent d'atteindre la dernière zone avant l'arène, le bois enchanté. En courant le premier, Phil déclenche plusieurs cercles magiques à la fois, et il se rend vite compte qu'il doit s'agir d'un piège à cercle en chaîne. Mais ce ne sera pas un problème, car il a déjà le contre parfait pour ce genre de situation. S'ils tirent tous en même temps, il n'a qu'à faire en sorte qu'ils s'annulent les uns les autres. Il commence donc à découper la zone autour de chaque cercle magique. En les faisant tourner, il parvient à faire en sorte que tous les sorts se déclenchent l'un l'autre et explosent. Mike annonce avec enthousiasme que Phil a réussi à franchir les pièges de la forêt sans encombre, et il demande à Edward s'il a des commentaires à faire puisque c'est lui qui a mis en place ce champ de mine de magie noire. Mais Edward se contente de claquer la langue, agacé que Phil ait réussi à passer son piège si facilement. Même si Phil a pris beaucoup d'avance, à mesure qu'il se rapproche du stade, les risques qu'il tombe sur une autre équipe et se fasse attaquer augmentent considérablement. Il lui faudrait éliminer quelques autres équipes, mais il y en a une en particulier qu'il recherche. Phil a donc l'intention de prendre les devants et de tendre une embuscade à Julius. Cependant, alors qu'il s'apprête à sécuriser le terrain pour son embuscade, Julius tire un glaçon directement sur lui. Phil s'en sort puisque le glaçon ne l'a pas touché directement, mais il ne comprend pas comment Julius a pu arriver ici avant lui après l'énorme avance qu'ils avaient. De plus, Julius est seul, et Phil doit s'inquiéter de la possibilité que les autres coéquipiers de Julius se cachent quelque part pour lui tendre une embuscade. Julius commence à lancer une grêle de glaçons sur Phil, qui n'a donc pas le temps de s'inquiéter de la possibilité d'une embuscade et commence à s'enfuir pour l'instant. Il n'a plus qu'à s'occuper sérieusement de Julius, mais il semble que Sion soit lui aussi en train de s'occuper sérieusement de lui, puisqu'il commence à lancer un brasier d'une puissance incroyable. Cependant, il semble fixer Phil un peu trop longtemps, et Colette prévient Phil que Sion pourrait bien le viser. Alors que Sion lance le sort, Colette crée un mur de pierre devant Phil pour éviter qu'il ne soit réduit en cendres. L'explosion de Sion crée une énorme onde de choc sur le champ de bataille, et Phil est un peu confus de ce qui vient de se passer. Il lève les yeux et constate que la forêt a été complètement incinérée. Sion s'approche de Phil et lui dit que Julius se trouvait sur son chemin. Il a peut-être aussi éliminé Julius, mais il ne fait aucun doute pour Colette que Sion a lancé ce sort avec l'intention de tuer Phil. Colette lui demande ce qu'il pense faire, mais Sion pense que ses actes sont justifiés. Il a accédé à la demande de Colette et a rejoint leur équipe pour que Phil puisse participer à cet événement, alors maintenant il veut rendre l'appareil à Phil en se battant contre lui. Phil demande pourquoi Sion veut se battre tout d'un coup et pourquoi c'est maintenant, mais Sion n'a pas envie de s'expliquer et lance un coup de semonce à Phil. Colette tente de s'interposer et de l'arrêter, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle est bloquée par un mur de glace de Julius, qui a réussi à survivre à cette explosion mortelle. Colette étant en difficulté, Phil veut aller la sauver, mais Sion ne va pas laisser Phil partir avant d'avoir obtenu de lui un combat digne de ce nom. Il lance donc des boules de feu sur Phil, qui lui arrache son épée des mains. Phil essaie de raisonner Sion pour qu'il puisse faire cela une autre fois, mais Sion est déterminé à le combattre. Alors il dit à Phil de ramasser son épée pour qu'il puisse se battre en duel, et comme il n'a pas d'autre choix, Phil accepte de l'affronter. Pour Sion, Phil avait l'air pitoyable depuis le premier jour où il l'avait vu, mais à l'époque, Sion éprouvait une réelle sympathie pour Phil et toutes les brimades qu'il subissait. Il voulait vraiment l'aider, et il a donc essayé de convaincre Phil de devenir son subordonné, car de cette façon, personne ne pourrait plus l'intimider. Mais Phil l'a complètement ignoré et a continué à marcher vers le coin de la rue. Sion a couru pour le rattraper, mais alors qu'il attrapait Phil pour lui dire de prendre son offre au sérieux, Phil a regardé droit dans les yeux et a dit à Sion de s'écarter de son chemin. Sion a peut-être eu pitié de Phil, mais Phil ne s'est jamais apitoyé sur son sort une minute. Au contraire, il était toujours impatient d'atteindre son but. Et Sion ne pouvait pas accepter le fait que Phil ait rejeté sa gentillesse et l'ait ignoré comme s'il n'était qu'un personnage secondaire. C'est pourquoi, à partir de ce jour, Sion a commencé à détester Phil. Retour au présent, Phil court entre les arbres pour tenter d'échapper aux boules de feu de Sion. Alors qu'il se cache derrière un arbre, Sion envoie des boules de feu à tête chercheuse, qui touchent presque Phil et l'envoie voler sur le sol de la forêt. Il se rattrape avec son épée, mais Sion envoie une autre attaque de flamme dans sa direction, si bien que Phil est obligé d'utiliser son épée pour la dévier, et pendant qu'il est distrait, Sion le prend au dépourvu avec un fouet de feu, qui le balance dans la forêt. Phil parvient finalement à se libérer, mais Sion est là pour l'attaquer avec un sort d'explosion dévastateur. Heureusement, Phil le dévie également, mais Sion commence à s'énerver de voir que Phil ne fait qu'esquiver alors qu'ils sont censés se battre à fond.
Phil répond qu'il ne veut pas avoir à se battre avec Sion ici, que la seule raison pour laquelle il a participé à cette compétition était d'obtenir justice pour Donan et les autres nains, et qu'il n'a pas de temps à perdre dans un combat inutile avec Sion en ce moment. Sion est furieux que Phil ne le prenne toujours pas au sérieux, même dans une situation comme celle-ci, et il menace de réduire Phil en cendres s'il ne commence pas à prendre ce combat au sérieux. La foule est choquée de voir Sion se battre avec Phil alors qu'ils sont censés faire partie de la même équipe, car cela ne s'est jamais produit auparavant. Mike demande à Edward son avis sur la question, et Edward dit qu'il est honteux que des étudiants de la même équipe se battent entre eux, et étant donné que l'objectif de la compétition est le travail d'équipe, l'équipe de Phil est sûre de perdre des points avec les scouts. Cependant, il semble en même temps très heureux que Sion compromette les chances de Phil de remporter l'épreuve. Tout le monde dans la foule est choqué que Sion soit assez imprévoyant pour attaquer son propre coéquipier à cause d'une rancune personnelle, et les recruteurs prennent définitivement note de ce modèle de comportement. Rusty est inquiet pour la sécurité de Phil, mais il ne peut s'empêcher d'être intrigué par la suite des événements. Alors qu'il attend avec impatience, Iris s'approche de lui et lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Rusty semble la reconnaître et lui dit qu'il est d'accord pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Iris prend place et commence immédiatement à encourager Phil. Rusty est surpris qu'elle se mette en quatre pour soutenir Phil, car elle lui a toujours semblé être une personne docile, et Iris admet que ce n'est pas dans ses habitudes. Mais après avoir été présentée à Phil, elle n'a pu s'empêcher de se sentir captivée par lui. Rusty comprend ce sentiment, mais il commence à être jaloux de la popularité de Phil auprès des femmes, et même de Sion, qui se bat techniquement parce que Phil ne lui a jamais accordé d'attention. Naturellement, Rusty aime Phil plus que quiconque puisqu'il est son colocataire, mais il pourrait en dire autant de Colette qui a toujours été aux côtés de Phil, quoi qu'il arrive. Même maintenant, alors qu'elle est attaquée par Julius, la seule chose à laquelle elle pense est de faire en sorte que Sion arrête de se battre contre Phil, pour qu'il ne perde pas cette compétition. Cependant, elle ne pourra rien faire contre le combat de Sion et Phil tant que Julius sera là. Julius se moque de Colette qui l'a fui pendant tout ce temps alors qu'elle était connue comme la princesse de la Terre pour ses talents, mais Colette n'a jamais aimé ce titre et menace de le lui faire regretter s'il l'appelle à nouveau princesse de la Terre. Julius envoie d'autres glaçons sur Colette, qui utilise alors la magie de la Terre pour créer un mur devant elle afin d'arrêter la glace. Mais Julius ne visait pas qu'elle, car l'un des glaçons touche le sol et active l'un des pièges d'Edward. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle est prise dans une énorme explosion d'énergie. Pendant ce temps, les spectateurs commencent à remarquer quelque chose d'anormal chez Julius, il apparaît sur tous les écrans en même temps. D'une manière ou d'une autre, Julius combat simultanément tous les étudiants participant à cette compétition, mais la méthode qu'il utilise reste un mystère absolu. Julius défie également l'équipe de Wignall, et Wignall n'a rien contre le défi supplémentaire que représente l'affrontement avec Julius. Mais avant de commencer, il dit qu'il veut rendre la fleur de glace que Julius lui a donnée. D'un coup de baguette, Wignall fait apparaître la fleur de glace de Julius dans le ciel, distrayant Julius suffisamment longtemps pour que Wignall crée un cercle magique sous ses pieds et anéantisse Julius en un instant. Alors que les autres sont confus, Wignall reconnaît que c'est ce que Julius voulait dire lorsqu'il a déclaré qu'il gagnerait avec son atout, et il doit admettre qu'un sort de niveau magie à Vendée est assez impressionnant. Mike ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais Wignall vient de vaincre Julius, qui est soudainement apparu devant lui. Par coïncidence, Mike a misé tout son argent sur Wignall, et il est donc très heureux de le voir réussir. Pendant ce temps, du haut du stade, deux filles elfes de la faction elfe observent le festival. Lefeya demande à Philly ce qu'elle pense des élèves de l'académie, et la seule chose que Philly peut dire est qu'ils font à peu près ce qu'elle attendait d'eux. L'opinion générale concernant le concours est que Julius ou Wignall va gagner, et que Phil aurait pu avoir une chance si seulement Sion n'avait pas fait ça. Mais ses amis savent qu'il n'a pas l'habitude d'agir ainsi, et ils se demandent ce qui a pu le pousser à agir de manière aussi irréfléchie. Larel pense qu'il peut comprendre pourquoi Sion fait tout cela, et ce n'est pas qu'il essaie de faire renvoyer Phil parce qu'il le déteste, il veut juste prouver quelque chose. Nous revenons sur la dispute entre Phil et Sion, et Phil ne comprend pas ce qu'il a fait pour mériter autant de haine de la part de Sion. Depuis qu'il s'est inscrit dans cette école, il n'a jamais rien fait de mal, et pourtant il a été sans cesse malmené par ses camarades à cause de son manque de magie. Conscient d'être un larbin, il n'a jamais demandé de reconnaissance ni essayé d'être égoïste, mais les gens ont continué à s'en prendre à lui. C'est pourquoi le jour où Sion a essayé de l'aider, Phil a pris cela pour un nouvel acte d'intimidation et s'en est allé. Retour au présent, Phil esquive une autre des boules de feu de Sion, mais la prochaine attaque que Sion a préparée ne sera pas aussi facile à esquiver. Il invoque un gardien faucon de feu, et Phil est choqué car invoquer un gardien est vraiment de la magie de haut niveau. Sion envoie le gardien attaquer Phil, et ce dernier doit réfléchir rapidement pour éviter d'être brûlé. Il plante donc son épée dans le sol et saute par-dessus l'oiseau pour lui trancher l'une de ses ailes. Immédiatement après, il commence à charger vers Sion pour l'attaquer. Cependant, le gardien régénère ses ailes en un instant et commence à charger Phil par derrière.
L'attention de Phil est alors partagée entre le traitement de Sion, qui attaque par devant, et la défense contre le gardien par derrière. Il prend une décision en une fraction de seconde, sautant hors de la trajectoire de l'attaque du gardien et déplaçant son épée dans son autre main pour pouvoir bloquer l'attaque de Sion, mais Phil a toujours du mal à tenir le coup face aux flammes de Sion. Il finit par dévier la boule de feu, mais Sion et lui sont essoufflés. De retour au stade, Edouard est choqué par le niveau de compétence dont Sion vient de faire preuve, car il dépasse de loin le niveau dont un élève devrait être capable. Non seulement il a été capable d'utiliser un sort de feu aussi puissant dès le début du combat, mais il peut aussi invoquer sans problème un gardien pour l'aider dans la bataille. Les éclaireurs n'avaient pas réalisé que Sion possédait un contrôle aussi précis de sa magie, et cela ne correspondait pas au rapport qu'ils avaient reçu à son sujet, puisque tous ces dossiers indiquaient qu'il était un étudiant en magie convenable, mais pas assez exceptionnel pour être étiqueté comme l'un des meilleurs talents de l'école. Cependant, il a dû se passer quelque chose récemment pour qu'il s'améliore autant. Ils vont devoir préparer un nouveau rapport pour Cario, car il semblerait qu'ils aient trouvé leur dernier candidat. Phil se rend également compte que Sion est devenu beaucoup plus fort qu'avant, mais Sion commence à crier après Phil parce qu'il sait que ce dernier est toujours en train de se retenir contre lui. Il veut que Phil utilise la force dont il a fait preuve lorsqu'il a affronté la sentinelle maléfique, mais la situation était différente à l'époque. C'est une chose d'aller jusqu'au bout pour tuer un monstre, mais Phil ne voit pas pourquoi il devrait se battre contre Sion maintenant. Sion n'arrive pas à croire qu'après toutes ces années passées à détester Phil et à l'humilier dès qu'il en a l'occasion, Phil ne lui en veuille toujours pas. Pourtant, Phil n'a jamais dit qu'il n'en voulait pas à Sion. Il ne peut même pas compter le nombre de fois où il a pensé à se venger de tout ce que Sion lui a fait subir. Mais ce n'est pas le moment, car il doit plutôt se concentrer sur la défaite de Julius. Entendre ces mots sortir de la bouche de Phil rend Sion incroyablement furieux car, même maintenant, Phil l'ignore toujours. Il se moque des problèmes de Phil et des objectifs qu'il veut atteindre, il veut juste que Phil le regarde et l'affronte comme un rival digne de ce nom plutôt que comme un obstacle insignifiant. Bien que Phil n'ait jamais essayé d'agir de manière égoïste, une partie de lui a toujours souhaité que quelqu'un reconnaisse ses compétences, mais il ne pensait pas que cela arriverait un jour. Il ne savait pas que Sion l'estimait autant, mais maintenant qu'il le sait, si Sion veut vraiment que Phil le reconnaisse comme un adversaire, alors Phil n'a pas d'autre choix que de l'affronter sérieusement. Sion est heureux de voir que Phil le prend enfin au sérieux, et il commence à lancer un autre sort. Phil se rend compte que s'il tente d'attaquer maintenant, le gardien l'interceptera certainement. Il décide donc d'attendre le moment où Sion lancera son sort pour contre-attaquer. Alors que Sion termine l'incantation de son sort, il ordonne à son gardien d'attaquer tout en lançant un sort d'annihilation à large portée. Cette attaque simultanée serait normalement inévitable, mais Phil a déjà vu les trajectoires de toutes les boules de feu, il s'élance donc et s'intercale habilement entre les attaques. Il saute ensuite dans les airs et détruit le cœur du gardien, et comme il n'y a plus d'obstacle sur son chemin, il fonce droit sur Sion pour l'éliminer. Sion n'en attendait pas moins de Phil, mais il n'est pas encore au bout de ses peines et lance une boule de feu de dernière minute sur Phil. Mais avant qu'ils ne s'affrontent, Colette crée un gigantesque mur de pierre entre eux. Phil et Sion ne s'y attendaient pas et tombent au sol. En regardant par-dessus, il voit une Colette folle et fumante, dont la plupart des vêtements ont été brûlés. Phil demande à Colette ce qui est arrivé à Julius. Elle lui répond qu'elle l'a battu à mort, qu'il s'est transformé en glace et qu'il a disparu. Sion est confus lorsqu'elle dit que Julius a disparu, mais il se rend compte d'une chose encore plus choquante. Les vêtements de Colette sont presque entièrement brûlés. Il lui dit qu'elle montre beaucoup trop de peau pour une noble dame, mais elle rappelle à Sion que ce sont ces flammes qui ont causé cela à ses vêtements. Elle dit alors à Phil qu'il devrait continuer sans eux, car il doit rattraper Julius avant qu'il ne s'empare de la couronne. Sion essaie de faire valoir qu'il n'a pas encore terminé son duel avec Phil, mais elle le fait taire et dit qu'il est vraiment important que Phil batte Julius ici, et que c'était à peu près sa seule chance de montrer à la tour à quel point il est capable, mais que Sion a dû aller la gâcher. Phil l'arrête et la remercie de s'être inquiété pour lui, mais il peut encore arriver à temps. Il s'excuse auprès de Sion et lui dit qu'ils pourront terminer leur duel une autre fois, mais Sion veut toujours régler le combat aujourd'hui. De retour au stade, la première équipe à arriver est celle de Julius, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais juste à l'extérieur du stade, Phil arrive à toute vitesse, et juste avant que l'équipe de Julius ne puisse revendiquer la couronne, il atterrit en catastrophe au milieu de l'arène et dit à Julius qu'il est temps de régler cette affaire. Dans une tour magique, Elfreya est paisiblement assise près de la fenêtre lorsque son assistante, Serissa, entre dans la pièce. Au début, Serissa s'excuse de s'immiscer dans la méditation d'Elfreya, mais elle se rend compte qu'Elfreya est en train de dormir et lui donne un coup sur la tête. Elfreya se réveille et se plaint que Serissa n'avait pas besoin de la frapper aussi fort, mais Serissa lui dit qu'elle devrait prendre son statut de magia vendée plus au sérieux. C'est un rôle extrêmement important. Pourtant, Elfreya passe le plus clair de son temps à dormir ou à observer le monde d'en bas. Elfreya demande à Serissa pourquoi elle est venue ici.
Serissa lui répond qu'elle a apporté une liste de candidats prometteurs que les éclaireurs ont sélectionnés. Tandis qu'Elfreya examine la liste, Serissa lui dit que les candidats au festival de cette année sont exceptionnels, mais qu'il y en a un qui se distingue des autres par sa faction de glace. Il s'agit de Julius, et d'après ses statistiques, Serissa pense qu'il pourrait même devenir le successeur d'Elfreya au poste de magie à Vendée de la glace. Elfreya admet que Julius est très prometteur et qu'il pourrait lui succéder un jour, à condition que tout ce qui a été dit à son sujet soit vrai. Dans le stade, Vil affronte Julius et son équipe. La victoire revient à celui qui s'empare le premier de la couronne. Julius pourrait donc s'en emparer puisqu'il est plus proche, mais il ne serait pas satisfait s'il ne battait pas brutalement et n'humiliait pas Vil devant une foule immense. Vil lui dit qu'il n'a pas l'intention de perdre et prépare son épée, alors Julius commence son attaque en jetant un écran de fumée. Vil ne voit rien, mais il entend les pas de 3 personnes autour de lui. Il se rend compte que Julius et son équipe doivent essayer de l'encercler pour pouvoir l'attaquer de tous les côtés. Tout à coup, une boule de glace arrive sur Vil par derrière. Il saute alors pour s'écarter et se met à courir pour devenir une cible plus difficile à atteindre. Même si sa vision est bloquée, il pourra déterminer leur position grâce à la trajectoire de leurs attaques. Alors que 2 autres boules de glace lui foncent dessus, Vil croit avoir déterminé leur emplacement et saute pour attaquer Julius. Cependant, alors qu'il s'apprête à le faire, il est surpris par une 4e attaque. Vil est projeté en arrière et ne comprend pas d'où peut provenir ce 4e tir puisqu'il ne devrait avoir que 3 adversaires. Sa confusion ne fait qu'empirer lorsqu'il constate que Julius et son équipe n'ont même pas bougé de leur position initiale. Pourtant, Vil est certain d'être toujours attaqué par Julius, mais il est maintenant 5, pour une raison inconnue. La première chose qui vient à l'esprit de Vil est qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion magique, mais les coups qu'il reçoit sont bien réels. Il se rend vite compte que le sort est bien trop complexe pour une simple magie d'illusion. Julius est en train de créer des clones de lui-même. Julius a oublié de le mentionner plus tôt, mais ces clones explosent également sur commande, et il se trouve que l'un d'entre eux se trouve juste devant Vil. Une fois que Julius en a donné l'ordre, le clone explose et enferme Vil dans une épaisse couche de glace. La tournure des événements est certainement excitante, mais la foule est plus concentrée à essayer de comprendre quel type de magie Julius utilise. Cependant, Edward et Workner reconnaissent immédiatement de quel type de magie il s'agit, et Workner explique qu'il s'agit de l'un des arts secrets découverts par la douée Ice Magie à Vendée, Elfreya. Elle a créé et maîtrisé 12 sorts de glace uniques, et Julius utilise actuellement le premier de la série, Arvice. Arvice est un sort qui crée des copies glacées de son lanceur, et Vil est furieux que Julius ose utiliser un sort créé par son elfe. Julius se contente de rire et de dire que c'est son talent naturel qui lui a permis d'apprendre le sort, car il a pu l'apprendre en étudiant tout seul. Même s'il ne s'agit que d'un seul des 12 sorts, il pense qu'il est maintenant à la hauteur d'un magie à Vendée, ce qui signifie qu'Elfreya n'est pas si impressionnante que ça. Un jour, il la démasquera comme étant une imposture. Vil est prêt à oublier beaucoup de choses, mais traiter Elfreya d'imposteur n'en fait pas partie. Il se dégage donc de la glace et fonce sur Julius pour lui faire regretter ses paroles. Mais Julius utilise ses clones pour attaquer Vil avec d'autres boules de glace. Ces clones se déplacent exactement comme il le leur demande, et ils peuvent également utiliser la magie, ce qui permet à Julius d'occuper Vil aussi longtemps qu'il le souhaite. De plus, une fois que Vil est en position, Julius peut lancer un sort par l'intermédiaire de ses clones pour enfermer Vil dans une barrière de glace impénétrable. Une fois Vil immobilisé, Julius lance un météore de glace géant qui fonce droit sur lui. N'ayant nulle part où aller, Vil est écrasé par le météore de glace. La foule commence à applaudir l'incroyable force de Julius, et même Edward doit lui reconnaître le mérite d'avoir gagné cette bataille sans avoir fait un seul pas avec son vrai corps. Alors que tous les regards sont braqués sur lui, Julius en profite pour déclarer que sa magie de glace est devenue inégalée depuis qu'il a acquis l'un des sorts d'Elfreya, et qu'il va donc s'assurer de devenir son successeur en tant que prochain magie à Vendée de glace. Julius a fait tout cela pour montrer sa puissance aux éclaireurs, et ses prétentions semblent tout à fait réalistes. Mais il serait vraiment embarrassant qu'il perde ce combat après tout ce qu'il vient de dire. Dans l'instant qui suit, Julius entend le bruit de la glace qui se fissure, et sous le choc, il se retourne alors que le météore se désintègre et que Vil s'en sort presque indemne. Vil remercie Julius de lui avoir donné une chance de se calmer, car il a la mauvaise habitude de s'emporter et de devenir impulsif lorsque quelqu'un calomnie le nom d'Elfreya, mais il ne refera pas cette erreur. Julius attaque à nouveau Vil avec ses clones de glace, mais cette fois-ci, Vil évite calmement la glace et apparaît derrière les coéquipiers de Julius. Vil les assomme d'un seul coup, et les clones de glace de Julius s'effondrent sur le sol. Dès qu'il a vu le sort de clone de Julius, Vil a su qu'il était incomplet. Julius pouvait utiliser le sort brièvement, mais il n'a jamais été capable de le maîtriser seul pendant de longues périodes, c'est pourquoi ses coéquipiers l'aident à lancer le sort. S'il doit faire tout cela juste pour imiter une fraction de la puissance d'Elfreya, Julius est loin d'être à la hauteur. Contrairement aux sorts de gardiens qui agissent par leur propre volonté, les clones de glace doivent être contrôlés activement, et il faut beaucoup de force mentale pour les gérer, ce que Julius n'a manifestement pas s'il avait besoin de l'aide de ses coéquipiers pour utiliser les clones de manière efficace. En somme,
Vil traite Julius de fraudeur. Julius est furieux de la déclaration de Vil, il lui dit de se taire et l'attaque avec quelques-unes de ses roses de glace, mais Vil parvient facilement à les trancher toutes. Cependant, lorsque les roses touchent le sol, elles explosent, créant un autre écran de fumée et obstruant la vue de Vil suffisamment longtemps pour que Julius lance à nouveau ses clones de glace. Tous les clones commencent à tirer des boules de glace sur Vil, mais il peut facilement esquiver les attaques, quelle que soit la direction d'où elles viennent. Julius n'aime pas l'admettre, mais ce que Vil a dit à propos de son sort de clone incomplet est vrai. Il ne peut pas faire plus de 4 clones à la fois, et sans ses amis pour l'aider, il n'a qu'un contrôle limité sur les clones, donc le mieux qu'il puisse faire est de rester sur la défensive. Cependant, Vil n'a aucun moyen de savoir lequel est le vrai Julius, car tous les clones sont une image parfaite de lui et de son physique d'homme au sommet de sa forme. Vil ne le trouvera donc jamais. Qu'à cela ne tienne, Vil l'a trouvé. Surpris, Julius élève un mur pour se défendre de l'épée de Vil, mais ce dernier le transperce et envoie Julius voler avec un morceau de sa propre glace. Julius ne comprend pas comment Vil a pu le trouver si rapidement alors que tous les clones sont parfaitement identiques à lui. Mais Vil lui rappelle une différence essentielle, les clones sont faits de glace. La température corporelle des clones de glace est exactement l'inverse de celle de l'utilisateur. Cela signifie qu'ils sont très froids et normalement, avec un bon contrôle, le lanceur de sorts peut empêcher le froid de s'échapper du clone. Mais Julius n'a pas ce niveau de contrôle sur les clones, et le froid a fini par former de la glace sous les pieds de tous les clones. Julius ne comprend pas comment quelqu'un qui ne sait pas utiliser la magie connaît mieux que lui les tenants et les aboutissants de ce sort, mais il y a une raison simple à cela, Vil est l'ami d'Elfreya depuis qu'ils sont enfants. Ils ont grandi dans le même orphelinat, et Vil a donc eu l'occasion de voir sa magie de près à de nombreuses reprises. Il l'a adorée et étudiée, mais il n'a jamais été assez doué pour atteindre son niveau de talent. C'est pourquoi Vil connaît les forces et les faiblesses de la magie d'Elfreya. Julius demande à Vil de se taire, car il doit mentir. Elfreya est une magia vendée, et ce sort est l'un de ses arts secrets, alors comment Vil pourrait-il prétendre pouvoir le battre? Il tente de tirer un autre éclat de glace sur Vil, mais ce dernier bouge à peine en le tailladant et Julius tombe à ses pieds, vaincu. Vil dit qu'il respecte Julius et son talent, et qu'il est vrai que jusqu'à présent, aucun mage n'a réussi à reproduire un des sorts d'Elfreya, mais il a une mauvaise nouvelle pour lui. Elfreya a inventé ce sort de clonage alors qu'elle n'avait que 2 ans, il est donc loin d'être parfait, et il comporte de nombreuses faiblesses que Julius exhibe comme s'il était le plus grand des mages. Julius commence à se sentir vraiment stupide parce qu'il pensait être un mage d'élite pour avoir reproduit le sort d'Elfreya, mais il s'avère qu'il s'est vanté de copier les exploits d'un enfant en bas âge pendant tout ce temps. Cette révélation fait éclater Julius d'un rire hystérique, car il se rend compte qu'il s'est beaucoup surestimé en se comparant à Elfreya, mais cela ne l'empêchera pas de vaincre Vil. Julius hurle de colère et convoque 8 clones autour de Vil. Il rit en disant que 4 clones ne sont pas sa limite réelle, et que pour l'instant, il peut simplement ignorer son contrôle sur les clones et utiliser le nombre de sorts qu'il peut lancer pour submerger Vil. Vil voit bien que Julius s'énerve, et il est évident qu'il fait de son mieux, mais Vil a déjà dû faire face à 10 clones d'Elfreya qui l'intimidaient lorsqu'il était enfant, alors 8 Julius sont à peine un défi pour lui. Alors que Julius lance les sorts, Vil court vers l'avant tout en esquivant et poignarde l'un des clones de Julius en plein dans la tête. Julius s'en aperçoit et réalise que cela aurait pu être lui, il a donc peur de ce que Vil pourrait lui faire et commence à s'enfuir. Vil continue de charger tout en détruisant les clones sur son passage, et peu importe ce que Julius lui lance, Vil a toujours une longueur d'avance et le bloque facilement. Vil finit par détruire tous les clones, ne laissant que le vrai Julius. Pour l'achever, il s'élance, le poing serré, et donne à Julius un coup de poing si violent qu'il faut le rejouer 3 fois. Vil a ainsi officiellement battu Julius, et tout le monde dans la foule commence à l'acclamer. Sa performance lui a valu beaucoup de respect de la part du corps étudiant, et bien qu'il soit épuisé, il n'y a plus personne pour lui barrer la route, il ne lui reste plus qu'à aller chercher la couronne et à la mettre sur sa tête. Cependant, alors qu'il était occupé à combattre Julius, il n'a pas réalisé que l'équipe de Wignall était entrée dans le stade, et dans un retournement de situation décevant, Wignall est couronné vainqueur de l'attaque de la couronne. Dans une tour magique, Erissa annonce à Elfreya que l'attaque de la couronne est terminée, mais Elfreya ne supporte pas de se montrer pour une raison quelconque. Elle demande à Serissa s'il existe des sorts permettant de réécrire le passé ou d'effacer la mémoire des gens. Il y a peut-être quelque chose de ce genre dans le livre des sorts interdits, mais Serissa ne va pas laisser Elfreya s'en servir pour une raison aussi triviale. Elfreya est au bord des larmes, car elle ne savait pas que Vil pensait qu'elle le tyrannisait il y a des années. À l'époque, elle voulait juste jouer avec Vil, mais aujourd'hui, toute l'école pense qu'elle l'intimidait. De retour au stade, Vil accepte d'avoir perdu l'attaque de la couronne et s'assoit pour se reposer un peu. Au même moment, Sion lui lance un regard noir car il se rend compte que si Vil a pu battre quelqu'un comme Julius, alors Sion doit travailler plus dur avant d'être un adversaire digne de lui. Colette se précipite vers Vil et se réjouit qu'il aille bien. Vil s'excuse de ne pas avoir réussi à s'emparer de la couronne après tout le stress qu'il a fait subir à Sion et à elle, mais au moins, il a pu tenir sa promesse à Elfreya cette fois-ci. Vil n'a peut-être pas gagné l'épreuve, mais ce qui importe ici, c'est que Julius a subi une défaite exceptionnelle,
et c'est donc une victoire pour Will. Tous ses amis se retrouvent au bar pour un dîner de fête. Plus tard dans la nuit, Donnan demande si Will a été repéré par la tour, mais Colette répond que non, et que c'était prévisible puisque non seulement l'équipe de Will a connu une bataille interne, mais qu'en plus il n'a pas gagné l'épreuve. Colette rejette la faute sur Sion, car Will aurait pu gagner facilement s'il n'avait pas été retardé par la crise de colère de Sion pendant l'épreuve. Rusty demande où se trouve Sion en ce moment. Will explique qu'il a essayé d'inviter Sion, mais que ce dernier n'avait pas l'air de vouloir venir. Donnan dit que ce n'est pas grave, même s'il n'a pas été repéré, parce qu'il a gagné son combat contre Julius et qu'il a forcé à s'excuser. En parlant de Julius, il est en train de faire la vaisselle à l'arrière pour s'excuser auprès des nains. Il déteste devoir faire ça, mais il a perdu contre Will, alors il doit tenir sa promesse puisqu'il est un homme de parole, même si cela signifie qu'il doit travailler ici pendant un certain temps. Tout le monde s'amuse, sauf Julius, et Colette remarque que Workner semble préoccupé par quelque chose. Elle lui demande s'il ne profite pas de la fête, mais le problème n'est pas là. Il n'a pas empêché Will de participer à l'épreuve parce qu'il a vu à quel point Will était motivé pour gagner, mais maintenant qu'il a montré à toute l'école de quoi il était capable, Workner s'inquiète de la façon dont Will sera traité à l'avenir. Colette pensait que les gens allaient mieux traiter Will puisqu'ils connaissaient maintenant son pouvoir, mais Workner dit que ce n'est jamais aussi simple. Le lendemain, à l'école, les élèves ont commencé à se préparer pour l'entraînement de tous les élèves, qui comprend une semaine entière de plongée dans les donjons. Alors que Will se promène dans les couloirs avec Colette, il est abordé par 2 de ses camarades de classe qui lui demandent nerveusement s'il veut bien rejoindre leur équipe pour le raid dans le donjon. Ils ont vu à quel point il est puissant, et ils aimeraient donc avoir son aide. Cependant, avant que Will ne puisse répondre, un autre groupe d'élèves s'approche et dit qu'il veut aussi que Will fasse partie de son équipe. De plus en plus d'élèves commencent à se disputer pour savoir qui fera équipe avec Will. Colette comprend alors que c'est ce que voulait dire Workner quand il affirmait que les gens traiteraient Will différemment. Maintenant qu'ils savent qu'il n'est pas un faible, ils veulent tous être amis avec lui, et elle pense que c'est vraiment hypocrite. Elle se met devant Will et crie aux autres élèves d'avoir l'audace d'essayer de se lier d'amitié avec lui après toutes les brimades qu'ils lui ont fait subir. Elle était persuadée que Will devait être en colère, mais au contraire, Will n'a jamais été aussi amical envers les autres, et il est très heureux que les gens l'apprécient. Comme Will ne semble plus fâché par les brimades, l'une des filles dit à Colette de ne pas s'en mêler et de laisser Will décider avec qui il veut partir. Mais alors qu'elle tente de convaincre Will de rejoindre son équipe, Colette repousse la main de la fille et lui dit qu'elle a déjà prévu d'aller faire du shopping avec Will demain. Elle l'a dit sur un coup de tête, mais plus tard dans la soirée, Colette regrette d'avoir accidentellement invité Will à sortir avec elle. Sa colocataire entre dans la chambre et taquine Colette sur le fait qu'elle a un rendez-vous avec Will demain, mais Colette s'écrie qu'elle ne voulait pas que ce soit un rendez-vous. Rose ne la contredit pas, mais Colette va quand même faire du shopping avec Will, alors elle devrait au moins s'y préparer. Colette est d'accord et dit qu'elle devrait au moins faire un effort, sinon elle serait impolie avec Will. Pendant ce temps, dans la chambre de Will, ce dernier est en train de réviser et Rusty décide de s'enquérir des projets de Will pour demain. Comme il n'y a pas de cours prévu, il demande si Will va retourner dans le donjon, mais Will informe qu'il a en fait un rendez-vous avec Colette pour faire du shopping demain. Elle l'a persuadé d'y aller parce qu'il devait préparer ses fournitures pour l'entraînement de tous les élèves. Will ne pense pas que ce soit si important, mais Rusty est manifestement très jaloux. Le lendemain, Colette est assise sur la place de la ville, attendant nerveusement l'arrivée de Will. Même si elle l'a invité à sortir sans le vouloir, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela devienne un rendez-vous. Peu après, Will arrive et dit bonjour. Il complimente Colette sur sa nouvelle robe et sa nouvelle coiffure, disant qu'elle est très jolie. Colette est un peu gênée, mais avant qu'ils ne puissent sortir ensemble, Rusty arrive en courant. Colette n'a aucune idée de la raison de sa présence. Will lui explique que Rusty a insisté pour venir faire les courses quoi qu'il arrive, et qu'il a donc décidé de le laisser venir. Rusty dit que ce sera beaucoup plus amusant avec lui, mais il ne veut pas que Will soit seul avec Colette. Il s'approche de Will et lui prend la main pour qu'il commence à faire les courses, mais Colette commence à s'interroger sur la relation que Rusty entretient avec Will, dès qu'il commence à se tenir la main comme ça. Rusty a l'air d'essayer de lui voler Will, mais ce n'est pas encore gai parce qu'il porte des chaussettes. Tout au long de la journée, chaque fois que Colette essaie de passer du temps avec Will, Rusty s'interpose, si bien qu'à la fin du rendez-vous, elle n'a pas eu un seul moment avec lui. En l'absence de Rusty, elle demande à Will ce qu'il en est de sa relation avec Rusty, car tous deux sont bien trop proches pour être de simples colocataires. Elle accuse Rusty d'être secrètement une fille parce qu'il a un si joli visage, mais Will répond que ce n'est pas possible parce qu'ils prennent des bains ensemble et que Rusty a plus de longueur et de circonférence que Will. Bien sûr, Rusty est peut-être un peu tactile, mais il dit toujours « no homo », ce n'est donc probablement qu'une façon d'être amical. Rusty revient bientôt avec 2 boissons, en donne une à Colette et une à Will, mais ce dernier remarque que Rusty n'en a pas pris une pour lui. Rusty lui répond que ce n'est pas grave, qu'il peut partager le verre de Will. Colette en a assez des pitreries de Rusty et l'arrête en lui disant qu'il peut prendre son verre à elle, mais cela énerve Rusty, qui fait les yeux doux à Colette et dit à Will d'aller faire le reste de ses courses sans eux. Will discute un peu, mais finit par accepter de continuer sans eux.
Dès qu'il est parti, Colette demande directement à Rusty s'il est vraiment le colocataire de Will, car elle a l'impression qu'il est beaucoup trop affectueux. Rusty se lève et va au-devant de Colette pour affirmer sa domination, en lui disant qu'il aime Will plus que quiconque et qu'il ne la laissera pas essayer de l'enlever. Colette tente d'affirmer qu'elle est également proche de Will puisqu'il se faisait des câlins jusqu'à il y a 4 ans, même si cela l'embarrasse d'y penser aujourd'hui. Rusty pense que ce n'est pas si grave, puisqu'il prend un bain avec Will tous les soirs, et qu'il est donc bien plus intime avec Will qu'elle ne l'est. Alors qu'ils se disputent pour savoir qui a le plus le droit de passer du temps avec Will, Will se rend à la forge en empruntant une ruelle. Mais alors qu'il marche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom et se retourne pour trouver Léana derrière lui. Will est surpris de la voir ici, car il n'aurait jamais pensé que quelqu'un d'aussi renommé que l'élève numéro 1 aurait affaire à lui. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose, et elle lui répond qu'elle aimerait lui parler de quelque chose. Elle dit que ce ne sera pas long et demande à Will de la suivre un peu. Après quelques pas, Will est conduit dans une pièce avec Julius, Wignall et Sion. Léana s'adresse alors à tout le monde et leur dit que si elle les a réunis, c'est parce qu'il s'agit du dernier trimestre de leur dernière année, ce qui signifie que l'examen pratique pour tous les étudiants est imminent, et qu'elle aimerait que les 5 forment une équipe. Sion et Julius refusent de croire que Léana leur propose d'ajouter Will à leur équipe, et Will ne comprend pas pourquoi Léana le fait venir à une réunion alors que 2 des personnes qui le détestent le plus sont présentes. Cependant, elle ne voit toujours pas en quoi c'est une mauvaise idée, et Will se rend compte qu'elle n'a aucune connaissance de la situation. Sion se lève pour menacer Will, mais avant que la situation ne devienne incontrôlable, Wignall brandit sa baguette et lance une magie d'illusion de haut niveau pour calmer tout le monde. Wignall dit qu'il n'y a aucune raison pour que Sion se mette soudain à agir de manière aussi barbare, et que tout le monde devrait au moins écouter ce que Léana a à dire avant de faire quoi que ce soit d'irréfléchi. Une fois tout le monde calmé, Léana leur explique qu'en prévision de l'entraînement de tous les élèves, elle veut former une équipe avec les meilleurs élèves de l'académie et tous ceux qui se sont distingués au festival. C'est pour cela que Will est ici, parce qu'il a des compétences que tous n'ont pas, et qu'elle a jugé qu'il serait un bon élément pour l'équipe. Julius dit qu'il ne pense pas que ce soit une bonne idée, car avoir quelqu'un comme Will qui ne peut pas utiliser la recherche ne ferait que les ralentir. Ce n'est pas parce qu'il a écrasé le visage de Julius qu'il serait un atout précieux pour l'équipe. Sion ne veut pas non plus que Will rejoigne l'équipe, mais c'est parce qu'il ne l'aime pas. Wignall estime qu'il est puéril de rejeter Will à cause de leur petite rancune. Will a déjà prouvé qu'il pouvait vaincre Sion et Julius, alors pourquoi pense-t-il qu'ils ont le droit de le mépriser ? Will possède une force brute incroyable et une agilité de monstre. Même si sa méthode n'est pas la plus sophistiquée, il a été capable de surpasser la magie la plus puissante de Julius et de Sion. Julius s'en prend à Wignall pour son attitude hautaine alors qu'il n'est que le numéro 2 des crédits, mais Wignall n'en a pas honte et dit que c'est précisément pour cela qu'il respecte l'opinion de Léana en tant que numéro 1. Si elle dit que Will est assez doué pour faire partie de leur équipe, alors Wignall respectera Will également. Cependant, il ne respecte toujours pas Julius ni Sion. Léana reprend la parole et dit à tout le monde qu'elle veut utiliser cette équipe pour escalader la tour. En tant que meilleure élève de l'académie, elle veut s'assurer un meilleur avenir, mais Will ne comprend pas pourquoi elle se donne tant de mal alors que sa performance au festival aurait dû être plus que suffisante pour qu'elle soit repérée par la tour. Léana admet que la faction du tonnerre l'a contactée, ce qui lui garantit une place après le diplôme, mais cela ne lui suffit pas. Tous les élèves de l'académie sont en fait les laissés pour compte qui n'ont pas été assez bons pour progresser avant le diplôme, et dans sa famille, il est courant que les mages meurent jeunes. Alors, pour éviter ce destin, elle veut viser le sommet et devenir une magie Avandar. Persuadée que tout le monde ici partage cette ambition, elle demande à tous ceux qui souhaitent former l'équipe de déposer une pièce dans le gobelet pour montrer leur engagement. Wignall est le premier à accepter sa proposition, car il n'y a pas d'équipe plus performante que la sienne. Julius accepte également car cela lui rapportera plus de crédits, tout comme Sion. Il ne reste plus que Will, qui ne sait pas quelle décision prendre. Tard dans la soirée, Will revient enfin auprès de Rusty et Colette, qui se sont fait un sang d'encre car ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils s'étaient rendus. Will ne leur explique pas où il était, mais il leur dit qu'il a décidé de rejoindre l'équipe de Léana pour l'entraînement des élèves. Plus tard, en classe, Workner donne aux élèves un briefing sur l'entraînement de tous les élèves et leur explique que les étages qui étaient auparavant interdits seront désormais déverrouillés, de sorte que les élèves pourront descendre aux étages 7 à 10, ce qui signifie qu'ils pourront gagner beaucoup plus de crédits qu'auparavant. C'est un événement qui permet aux étudiants de gagner plus de 1000 crédits d'un coup. Que ce soit pour rattraper des crédits manquants ou pour obtenir une sorte d'accomplissement, c'est vraiment une grande opportunité pour eux. Mais ils doivent aussi être très prudents, car certains d'entre eux risquent toujours de mourir. Par exemple, l'année dernière, 4 élèves ont été dévorés par des monstres. Des mesures ont été prises pour minimiser les risques en plaçant des professeurs à des endroits clés pour assurer la sécurité des étudiants, mais cela n'a jamais empêché les gens de trouver de nouvelles façons de se faire tuer. L'équipe de Léana entre dans le donjon et, pour une raison inconnue, Colette a décidé de l'accompagner alors qu'elle n'était pas invitée. Lorsque Léana le lui fait remarquer, Colette se met sur la défensive, disant qu'elle doit aller là où Will va. Rusty voulait aussi venir, mais comme il est artificier, il doit rester au camp de base pendant toute la durée de l'examen.
Il a tout de même préparé de nombreux objets magiques pour Vil. Sans plus attendre, l'examen d'entraînement pour tous les élèves commence. Le seigneur Cario est informé du début de l'examen pratique pour tous les élèves, mais il ne se souvient pas avoir signé pour être le représentant de Magia Vendée, alors il ne voit pas pourquoi il devrait s'en préoccuper. Le messager lui explique qu'il faut bien que quelqu'un s'en charge et que, franchement, le seigneur Cario est le seul à prendre ce travail au sérieux, c'est donc la seule option. Cario se résigne à la tâche mais se demande pourquoi leur roi n'est toujours pas revenu de son expédition alors que la barrière est sur le point de s'effondrer. Retour à l'examen pratique, l'équipe de Léana prend la tête dès le début de l'épreuve, et Vil est déterminée à obtenir de bons résultats et à monter dans la tour pour rencontrer Elfie. Mais dans l'instant qui suit, Léana donne à Wignal le signal de donner un coup de pouce à tout le monde. Il lance un sort de vent et les envoie tous voler du côté d'une falaise, mais avant qu'ils ne touchent le sol, il lance un autre sort pour les empêcher de s'écraser. Alors que Vil se relève, une fourmi cramoisie apparaît derrière eux, suivie d'un essaim entier. Vil enfourche alors son épée, car les mages ne sont pas faits pour le combat rapproché. Cependant, Vil l'arrête et lui dit qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant, car Léana peut se débrouiller toute seule. La famille Oena, à laquelle appartient Léana, est une famille de chevaliers. Léana est un type de mage unique qui se spécialise dans l'incantation de sorts au corps à corps, et ce genre de choses est donc de son ressort. Elle revient sur ses pas et explique au groupe qu'il serait gênant qu'il entre en compétition avec d'autres étudiants pour l'obtention de crédits, et que pour obtenir les meilleurs résultats, il faut prendre de l'avance sur les autres. Il y a longtemps, Workner a appris à Vil que le sort le plus important dans un donjon est le sort de recherche, car il permet aux mages d'identifier rapidement les monstres ou les anomalies qui se trouvent dans la zone. Mais Vil ne peut pas l'utiliser, si bien que lorsqu'il se rend compte qu'un monstre est apparu, quelqu'un d'autre l'a déjà éliminé. Si les choses continuent ainsi, il n'aura jamais l'occasion de faire quoi que ce soit. Finalement, Vil parvient à vaincre un monstre, mais immédiatement après, Wignal lance un sort et vainc tous les monstres de la zone. Il était d'accord avec Léana pour emmener Vil, mais ce dernier est étonnamment inutile lorsqu'il s'agit de combattre dans un donjon. Léana dit que Vil n'a pas encore eu l'occasion de montrer toute l'étendue de ses compétences parce que tous les monstres sont faibles, ou peut-être qu'il est tout simplement inutile, mais il faudra attendre pour voir ce qu'il en est. Julius dit qu'il a prévenu tout le monde que Vil ne ferait que les ralentir puisqu'il ne peut pas utiliser la recherche, et il commence à absorber les traces de magie des monstres pour prouver qu'il les a tués. Les mages peuvent faire cela pour vérifier leur meurtre auprès de l'Académie, mais Vil n'en est pas capable, il doit donc ramasser des gouttes de monstres pour vérifier ses meurtres auprès de l'Académie, ce qui le ralentit inévitablement. Le groupe se met à avancer sans lui et Vil doit courir pour les rattraper. Colette lui demande s'il va bien, et il répond qu'il va bien, car il savait déjà qu'il serait un handicap pour l'équipe, et qu'il va donc devoir faire de son mieux pour être utile d'une manière ou d'une autre. C'est du moins ce qu'il veut faire, mais alors que l'équipe continue de progresser dans le donjon, Vil n'a pas encore réussi à faire la moindre chose utile. Au bout d'une journée dans le donjon, Léana dit qu'il devrait s'arrêter et faire une pause. Les autres sont heureux de pouvoir se reposer, mais cet endroit n'est pas vraiment le plus sûr, car il y a une tonne de monstres dans les environs. Wignal dit qu'il peut aider et créer un mur de flammes à l'aide de la magie d'illusion. Les flammes ne sont pas vraiment chaudes, mais la vue d'un mur de feu éloigne la plupart des monstres, c'est donc une bonne option pour un campement de fortune. Léana demande à Vil de distribuer les rations de nourriture qu'elle lui a données plus tôt, et Vil les distribue à tout le monde, mais quand vient le tour de Wignal, ce dernier lui dit de ne pas s'approcher davantage parce qu'il ne veut pas du tout toucher Vil. Les elfes ne touchent que les personnes qu'ils considèrent comme dignes d'intérêt, et cela n'a rien de personnel, mais Wignal pense que Vil est un minable, et il ne veut donc rien avoir à faire avec lui. En fait, Wignal pense que tout le monde ici, à part Léana, est un minable, car aucun d'entre eux n'a fait preuve d'un niveau de compétence décent à ses yeux. Les commentaires de Wignal ne le dérangent pas, car il sait que les elfes ont leur propre culture. Comme les nains, les elfes viennent d'un autre monde, mais ils possèdent la magie et sont donc bien traités ici. Ils ont la réputation d'être snobs et de ne fréquenter que d'autres elfes, mais ils ont effectivement plus de talent magique que la plupart des mages, et l'une des Magia Vendée est même la reine des elfes, ce qui leur confère une grande influence. Une fois que tout le monde est assis, Léana dit qu'elle veut discuter du plan une dernière fois. Elle rappelle à tout le monde que son but ultime est de vaincre Nébrus, le boss qui garde le 10e étage du donjon. Il vaut à lui seul plus de 100 crédits, et il est assez courant que des étudiants meurent en le combattant, Léana veut donc être bien préparée au combat le moment venu. Wignal est d'accord avec son idée, mais il commence à en avoir assez de devoir combattre des monstres faibles, alors il suggère qu'il passe directement au combat contre le boss. Léana est d'accord avec lui et dit qu'ils prendront le chemin le plus court jusqu'au 10e étage afin de conserver la magie pour le combat, et qu'ils pourront continuer à chasser les monstres normaux après. Vil hésite à se battre contre un boss d'étage, mais il n'a gagné que 5 crédits aujourd'hui, il doit donc travailler plus dur s'il veut tirer le meilleur parti de cet examen.
Alors que l'équipe commence son voyage vers le 10e étage, nous jetons un coup d'œil plus loin dans le donjon, où nous voyons deux personnes parler, et l'une d'entre elles vient de tuer deux étudiants parce qu'elle les trouvait ennuyeux, donc ces types sont clairement dangereux. De retour avec le groupe de Vil, Julius est confiant car il continue de voir des cadavres de monstres partout, mais il n'y a pas d'autres équipes dans la région, donc c'est un mystère de savoir ce qui a pu faire ça. Vil examine l'un des monstres morts et découvre qu'il n'y a aucune trace de magie sur lui, il a donc dû être tué par la force brute. Pour l'instant, Leanna choisit d'ignorer cet étrange scénario et demande à tout le monde de se préparer au combat, car le repère de Nébrus se trouve juste devant eux. Mais alors qu'ils s'approchent, Vil reste sur ses gardes car le donjon est incroyablement silencieux, d'autant plus qu'il est censé s'agir du repère d'un monstre boss. Maintenant qu'il y pense, ils auraient déjà dû rencontrer Nébrus. Vil lève sa lanterne, à sa grande surprise, il découvre que quelque chose a déjà tué le boss de l'étage. Leanna demande donc à tout le monde d'utiliser la recherche rapidement pour le localiser, mais il ne trouve rien. La fouille est incroyablement utile dans un donjon, mais elle a ses défauts, comme la difficulté de détecter les pièges bien faits et les autres mages capables d'utiliser le contre-soride. De plus, certains monstres sont tout simplement capables d'éviter d'être détectés par le sort de recherche. Sachant cela, Vil fait appel à ses sens et entend un bruit venant d'au-dessus d'eux. Il lève la tête et voit un monstre terrifiant qui s'apprête à les frapper d'un rayon laser. Il avertit tout le monde de s'écarter, au moment où le rayon est lancé, il fait de son mieux pour retarder l'impact afin que les autres ne soient pas touchés. Dans le chaos, le monstre se faufile derrière Wignal, et il est le premier à être touché. Maintenant que tous les autres connaissent la position du monstre, ils commencent à lancer leur sort d'attaque pour le vaincre. Cependant, avant qu'ils ne puissent terminer, le monstre frappe le sol et fait s'effondrer le plancher sous eux, les envoyant tous plus profondément dans le donjon. Vil est le seul à pouvoir réagir à la situation, et comme Wignal est toujours inconscient, il se précipite vers lui pour s'assurer qu'il survivra à la chute. Vil et Wignal finissent par tomber dans cette zone rouge, et Vil remarque que le bras de Wignal est gravement blessé. Il aimerait le soigner, mais comme ils sont tombés du 10e étage, ils doivent se trouver au 11e étage. Sion et Julius se sont retrouvés dans la même zone, et ils sont absolument terrifiés car le 11e étage est une zone dangereuse à laquelle seuls les homages peuvent survivre. De même, Leanna se rend compte de la gravité de la situation dans laquelle elle se trouve, car les monstres de cet endroit sont nettement plus puissants que ceux des autres étages. Pour ne rien arranger, elle est blessée par la chute. Elle dit que sa blessure n'est pas si grave et que c'est une bonne chose qu'elle ait atterri ici avec Colette, mais qu'il est dangereux pour elle d'être séparée des autres pendant longtemps, car cet étage est imprévisiblement dangereux. Nous découvrons le passé de Wignal, qui a apparemment été exclu de sa société parce qu'il était faible, ce qui l'a traumatisé depuis. Il se réveille au son d'une tête de serpent géante qui tombe à côté de lui, et il est confus, car il ne croit pas que Vil soit capable de tuer une chose pareille. Vil est heureux de voir que Wignal est à nouveau réveillé, mais alors qu'il s'approche de lui pour l'aider, Wignal repousse la main de Vil en disant qu'il refuse de toucher un raté sans talent. Vil lui dit qu'il se fiche que Wignal le déteste ou qu'il ait des préjugés à son égard, mais que Wignal ne tiendra pas longtemps dans cet état s'il ne soigne pas son bras. Wignal se rend compte que Vil a raison, mais il insiste pour soigner son bras tout seul, et il veut juste que Vil lui apporte les fournitures. Une fois que Wignal a fini de se soigner, Vil commence à réfléchir à la situation, et tout porte à croire qu'ils sont dans le pétrin. Wignal est blessé, il ne sera pas aussi fort que d'habitude, et leurs bagages ont été détruits. Heureusement, Vil a encore les objets magiques que Rosti lui a préparés, et il a aussi les rations de nourriture avec lui. Colette et les autres devraient avoir au moins quelques jours de provisions dans leur sac personnel, de sorte qu'ils devraient pouvoir survivre seuls pendant un certain temps. Mais dans ces conditions extrêmes, il est impossible de prévoir ce qui peut arriver. Vil doit donc les retrouver avant que quelqu'un ne meure. Il dit à Wignal qu'ils doivent agir, mais Wignal insiste sur le fait qu'il vaut mieux rester tranquille et attendre de l'aide. Vil lui répond que c'est une idée stupide car ils ont déjà été attaqués par un monstre serpent, et avec ce monstre au 10e étage il n'y a aucune chance que les secours arrivent de sitôt. De retour à l'un des camps de base, tout le monde est paniqué car le camp a été attaqué par des dizaines de monstres. Workner appelle le professeur Alisa et lui demande ce qui s'est passé. Elle l'informe qu'il y a eu une ruée de monstres et que 2 des autres professeurs ont été tués. Leur tête a été arrachée de leur corps. Elle a également perdu le contact avec les camps de base des 9e et 10e étages, et pense que la situation doit être mauvaise là-bas aussi. Workner pense que ce n'est pas une coïncidence si toutes ces catastrophes se sont produites en même temps, et il suppose que cela a peut-être été planifié par quelqu'un. Pour l'instant, l'entraînement est officiellement annulé, et Workner et Edward se précipitent pour aider les élèves, tandis que Rosti reste à l'arrière-plan, l'air très inquiet. Au 11e étage, Vil et Wignal se feraient un chemin dans le donjon. Wignal est extrêmement paniqué, il n'arrête pas de lancer des recherches pour s'assurer qu'il n'y a pas de monstre à proximité, mais Vil lui dit qu'il devrait arrêter de le faire aussi souvent, car il finira par épuiser toute sa magie. Wignal dit qu'il doit rester en alerte au cas où il tomberait dans une embuscade, mais Vil lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car il a tout prévu.
Les sens de Vil sont capables de détecter les monstres dans un rayon de 70 mètres, tandis que les recherches de Wignall peuvent aller jusqu'à 200 mètres. Ce dernier doit donc encore utiliser la recherche pour repérer les monstres éloignés, mais Vil s'occupe des espaces restreints. Tout ce que Vil a dit est parfaitement logique, mais Wignall ne comprend pas comment Vil peut être aussi détendu alors qu'ils sont bloqués dans cet endroit terrifiant. Vil explique qu'il a passé la plupart de son temps dans le donjon pour compenser son manque de crédit, et qu'il connaît donc parfaitement les monstres qui s'y trouvent, et que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve bloqué, il a donc beaucoup plus d'expérience que Wignall. À ce moment-là, Vil est alerté de la présence de monstres, et ils sont complètement encerclés. Vil dit donc à Wignall de s'occuper de celui qui est derrière eux pendant qu'il tue les deux qui sont devant. Wignall lance un sort de vent et réussit à faire tomber l'un des ors, mais il se retourne et voit Vil trancher les ors sans effort. Même s'il sait que Vil n'est pas faible, il n'arrive pas à croire qu'il se débrouille aussi bien face à une telle menace. L'ORC que Wignall combattait se relève, et il n'a pas le temps de lancer un contre-sort, alors Wignall a l'intention d'utiliser la magie d'illusion pour le distraire. Mais à sa grande horreur, cela ne fonctionne pas et il se met à hurler à plein poumon parce qu'il est sur le point de mourir. Heureusement, Vil peut intervenir et couper l'ORC en deux, mais Wignall est déjà en pleine crise de nerfs. Vil explique que les ors n'ont pas Dieu et que la magie d'illusion ne fonctionne pas sur eux, ce qui explique pourquoi le sort de Wignall n'a pas été efficace. Il lui dit qu'il ne doit pas se laisser abattre car c'est un elfe talentueux. Cependant, Wignall admet qu'il n'a aucun talent. En fait, parmi les elfes, il est encore plus raté que Vil. Tous les elfes qui sont venus dans cette académie, Wignall est le seul à être encore là après 6 ans. Tous les autres elfes sont déjà montés dans la tour, et ils n'avaient qu'une chose à dire à Wignall avant de partir. Ils l'ont qualifié de honte pour l'espèce elfe, et la raison en est sa magie d'illusion. Normalement, la magie d'illusion des elfes est spéciale, car elle est destinée à donner une forme physique aux illusions. Or, les illusions de Wignall ne sont rien d'autre que des illusions ordinaires, si bien que les gens ne peuvent ni les toucher ni interagir avec elles. Vil ne comprend pas comment Wignall peut être considéré comme un raté alors qu'il est l'un des 3 meilleurs élèves de l'académie, mais le fait qu'il soit encore à l'académie et qu'il ne soit pas encore monté dans la tour signifie qu'il n'est que le meilleur des déchets qui ont été laissés derrière lui. Léana est du même avis car, quelle que soit sa position au sein de l'académie, si l'on est vraiment talentueux, on montera dans la tour d'une manière ou d'une autre. Au cours des 6 dernières années, Léana a dû voir ses pairs talentueux la laisser derrière eux, et c'est à ce moment-là qu'elle a compris. Elle n'est pas assez bonne pour que la tour la recrute. Même son titre de numéro 1 de l'académie n'a aucun sens car, dans le grand ordre des choses, l'académie n'est qu'une petite mare dans un vaste océan, et seuls les vrais talents peuvent se faire un nom. Wignall a appris cette leçon dès son plus jeune âge, et elle lui a été transmise par sa sœur de lait, Éléanore. Ils ont été élevés ensemble et Wignall l'aimait beaucoup, si bien qu'il voulait rester à ses côtés pour toujours. Cependant, un jour, alors qu'il pratiquait la magie avec Éléanore, elle lui demanda d'essayer. Même si c'était la première fois qu'elle tenait une baguette, elle était capable d'utiliser la magie à un degré extraordinaire, ce qui faisait d'elle une candidate pour devenir la nouvelle reine des elfes et magie à Vendée, et elle fut donc retirée à Wignall. Il fit de son mieux pour la rattraper en entraînant sa magie jusqu'à ses limites, mais quoi qu'il fasse, il resta toujours inférieur au reste de son peuple. C'est pourquoi il méprisait les autres mages, comme Vil, parce qu'il n'était pas sûr de lui. Wignall s'attendait à ce que Vil se moque de lui après avoir entendu son histoire, mais au contraire, Vil sourit parce qu'il a quelque chose en commun avec Wignall. Wignall dit à Vil qu'il n'a pas besoin d'essayer de le réconforter. Dans son état actuel, Wignall pense qu'il ne serait rien d'autre qu'un obstacle pour Vil, et qu'il n'a donc rien contre le fait d'être abandonné. Vil se lève et dit à Wignall qu'il ne l'abandonnera pas et qu'il n'a pas à s'inquiéter d'être un obstacle, car Vil est sûr que Wignall est un elfe extraordinaire, et Vil le protégera jusqu'à ce qu'il soit capable de se remettre sur pied et de se battre. Quelques minutes plus tard, Wignall et Vil combattent toutes sortes de monstres à cet étage, et tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'à présent était de niveau 5 ou plus, ce qui devrait normalement être trop difficile à gérer. Pourtant, Vil tue les monstres presque sans effort, comme si de rien n'était. Une fois que Vil a terminé, il revient vers Wignall pour s'assurer qu'il va bien, mais Wignall ne comprend pas pourquoi Vil s'est mis en danger pour quelqu'un comme lui, alors qu'il n'y est pas obligé. Vil lui répond qu'il le fait parce qu'il est sûr que Wignall est un bon gars. À ce moment-là, Vil sent quelque chose derrière eux, et lorsque Wignall lui demande ce que c'est, Vil lui répond qu'il a entendu un bruit étrange. Wignall utilise la fonction recherche pour examiner la zone, mais il ne voit rien à proximité, et c'est parce que le bruit ne provenait pas directement d'un monstre, mais du donjon en train de donner naissance à un monstre. Wignall et Vil restent vigilants, mais tout à coup, un bouton de donjon s'ouvre au-dessus d'eux, et un liquide vert commence à en sortir, tandis que des monstres émergent. Vil les reconnaît et tente immédiatement de les tuer avec une explosion. Ces monstres s'appellent Belcar et sont réputés difficiles à vaincre car ils sont immunisés contre toutes les attaques physiques et très résistants à la magie. La seule chose efficace contre eux est la magie d'illusion elfique, et il n'y a nulle part où fuir.
Vil demande donc à Wignall de lui prêter sa force pour qu'ils puissent vaincre ces monstres ensemble. Wignall fait une dépression et dit à Vil qu'il ne peut pas le faire. Il sait que sa magie d'illusion est défectueuse et que même s'il fait de son mieux, il se trompera inévitablement d'une manière ou d'une autre. Vil lui répond qu'il n'y a pas de mal à se tromper de temps en temps, que les erreurs arrivent et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire, car aucun d'entre eux n'est un génie. Wignall tente d'avertir Vil que s'il gâche la magie de l'illusion, il risque de mourir, mais Vil lui assure qu'il ne se laissera pas mourir. Il rêve d'atteindre la tour et de retrouver Elfaria. En attendant, la mort n'est pas une option pour lui. Wignall reste sans voix en constatant que Vil et lui sont tous deux considérés comme inférieurs, mais que Vil n'a jamais laissé cela l'empêcher d'aller de l'avant, ce que Wignall admire. Les Belcars commencent leur attaque et Vil se précipite pour les distraire. Cependant, son épée n'est pas en mesure de faire le moindre dégât, alors Wignall doit vraiment se ressaisir et faire quelque chose. Il lève sa baguette pour lancer son sort, en espérant qu'il fonctionne correctement cette fois-ci, mais à sa grande horreur, sa magie n'a aucun effet sur les Belcars, et il pense que Vil va mourir à cause de son incompétence. Tous les Belcars visent Vil, mais à la dernière seconde, Kiki vient à son secours et crée un bouclier pour le protéger. Vil crie à Wignall qu'il n'a qu'à réessayer parce qu'il croit en lui, et entendre les mots « Je crois en toi » de la bouche de Vil signifie beaucoup pour Wignall. Même son propre peuple n'a jamais cru en lui, mais cela n'a plus d'importance, car tant que Vil croit en lui, Wignall ne le trahira pas, et il n'abandonnera certainement pas l'idée de rattraper Eleanor un jour. Avec une nouvelle motivation, Wignall est enfin capable de lancer correctement sa magie d'illusion et de créer une forêt qui détruit tous les Belcars. Vil est heureux de voir que Wignall a enfin réussi, mais en se retournant, il voit Wignall à genoux sur le sol. Wignall veut s'excuser officiellement auprès de Vil pour son comportement grossier de tout à l'heure, car il réalise maintenant que Vil est vraiment un guerrier digne de respect. Vil sourit et dit qu'il a toujours respecté Wignall, il lui tend la main et ils se serrent tous les deux pour consolider leur nouvelle amitié. Ensuite, Vil sort une carte magique que Rosti a fabriquée pour lui et qui, grâce au sang de l'utilisateur, est capable de créer automatiquement une carte de la région. De plus, Kiki se souvient encore de l'odeur de Colette et de Sion, donc tant qu'il y aura des traces d'eux, elle pourra les retrouver. Pendant ce temps, Julius et Sion se feraient un chemin dans le donjon. Julius commence à avoir soif et demande à Sion s'il a encore des rations d'eau. Sion en a, mais l'eau est une ressource précieuse lorsqu'ils sont coincés dans un tel donjon, et ils ne peuvent donc pas la consommer sans réfléchir. Il dit à Julius de faire de la glace et de la boire à la place, mais Julius fait valoir qu'il ne peut pas non plus gaspiller sa magie, et ils commencent à se disputer à ce sujet. Une fois qu'ils se sont calmés, Julius utilise la recherche pour vérifier s'il n'y a pas de monstre à proximité, mais il ne sent rien, alors il se détend un peu. C'est alors que Sion l'attrape par le col et l'entraîne à l'abri. Julius ne comprend pas pourquoi elle fait cela puisque le scan n'a révélé aucun monstre à proximité, mais Sion lui fait remarquer qu'ils ont déjà expérimenté les failles du sort de recherche. Certains démons peuvent échapper à la détection, et Sion utilise un sort de détection de la chaleur pour voir la silhouette d'une sentinelle maléfique qui se dirige vers eux. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a des dizaines ici, et ce n'est pas quelque chose qui arrive normalement, donc Julius pense que c'est le monstre du 10e étage qui en est la cause. Sion commence à marcher pour affronter les sentinelles et demande à Julius de créer des clones pour les distraire. Julius lui déconseille de le faire, car il ne pourrait pas survivre à un combat contre autant de sentinelles à la fois. Sion ne recule pas pour autant, car s'il a été humilié par Vil, c'est parce qu'il n'a pas pu vaincre une sentinelle maléfique à l'époque, et il doit donc se prouver qu'il est assez fort pour les affronter maintenant. Au même moment, les sentinelles maléfiques attaquent le camp de base du 47e étage et les élèves paniquent. Mais juste avant qu'un élève ne meure écrasé, le professeur Edward utilise sa magie pour décapiter la sentinelle et sauver l'élève. Il ordonne à tout le monde de se replier au 6e étage, puis Workner arrive à bord d'un Sky Racer pour emmener Edward plus profondément dans le donjon afin de sauver d'autres élèves. Heureusement, la plupart des élèves n'ont pas atteint le 10e étage avant cet incident, mais il y a une équipe qui l'a fait. L'équipe de Leanna avait déjà atteint le 10e étage et était sur le point de vaincre le boss du 10e étage. Edward craint qu'il ne puisse pas les localiser à temps car le 10e étage est très grand. Cependant, Workner dit qu'il sait exactement où se trouve l'équipe puisque Kiki est avec Vil, et que la pierre précieuse de Kiki est liée à celle que Workner tient dans sa main. Du côté de Colette et Leanna, Colette laisse des pierres derrière elle pour qu'elles puissent revenir sur leurs pas. Tout en continuant à avancer, Colette demande combien de temps s'est écoulé depuis qu'elles sont arrivées ici. Leanna répond que 16 heures se sont écoulées depuis qu'elles sont restées bloquées au 11e étage, et qu'elles n'ont presque plus d'eau ni de nourriture. Elles font ce qu'elles peuvent pour se reposer un peu au fur et à mesure, mais les monstres qui les attaquent sans cesse ne leur laissent guère le temps de récupérer. Colette reconnaît que c'est grâce à l'habileté de Leanna qu'elles sont arrivées jusqu'ici, mais tôt ou tard, elle atteindra ses limites. Leanna s'arrête un instant et s'excuse auprès de Colette pour toute cette situation, car c'est elle qui a eu l'idée de se précipiter au 10e étage, et c'est ce qui les a bloquées ici.
Colette lui répond que ce n'est pas de sa faute puisque c'est le monstre de l'étage qui a provoqué cette situation. Même si Léana se sent toujours coupable d'avoir organisé cette équipe, Léana n'a jamais invité Colette, elle a débarqué sans invitation, alors Colette dit que c'est de sa propre faute si elle s'est retrouvée coincée ici. De plus, Colette est sûre que Vil retrouvera ses traces et viendra bientôt les secourir. Et quelqu'un trouve bien les traces, mais ce n'est pas Vil. Wignal et Vil sont en train de courir parce qu'ils sentent un mage à proximité, et au moment où ils tournent le coin, ils voient Sion debout au sommet d'une montagne de cadavres de sentinelles. Wignal n'arrive pas à croire que Sion ait pu faire ça tout seul, mais Julius surgit derrière lui et hurle que Sion n'a pas fait ça tout seul car Julius a dû sacrifier des dizaines de ses clones pour permettre à Sion de gagner. Vil est heureux de voir qu'ils sont tous les deux en vie, mais il ne voit ni Léana ni Colette nulle part, alors il demande si Julius ou Sion sait où elles sont. Julius pensait que les filles étaient avec Vil, et comme personne ne sait où elles sont, cela signifie qu'elles sont toujours seules, et qui sait ce qui peut leur arriver. Après avoir remarqué la personne qui s'est approchée, Colette s'apprête à aller vers elle, mais Léana l'en empêche car il y a quelque chose qui cloche. La personne ressemble au professeur Bruno, mais sa tête tombe et il écrit un message pour saluer les filles. Headless, son partenaire, s'approche et se plaint que Headless était censé s'occuper des choses à l'étage. Alors comment a-t-il pu laisser un couple d'enfants lui échapper ? Headless répond que Duke n'a pas réussi à les tuer immédiatement et qu'il a provoqué la formation d'un trou dans le donjon qui a conduit les enfants jusqu'ici. Mais Mars ne se soucie pas de l'explication, il veut juste qu'aucun témoin vivant ne signale leur présence ici. Alors qu'ils sont encore en train de se parler, Colette les accuse d'avoir tué leur professeur, et Headless ne le nie pas. En fait, il affirme fièrement que Mars et lui sont des méchants qui veulent détruire le faux ciel. Mais cela n'a aucun sens, la barrière est la seule chose qui empêche le céleste de s'approcher, donc ces types doivent essayer de provoquer la calamité dont le lore nous avertit. Sans-Tête estime qu'il en a assez expliqué, alors il dit qu'il va prendre les têtes des filles maintenant et lance un sort d'entaille sur elles. Heureusement, avant qu'elle ne soit décapitée, Vil descend et bloque le sort. Lui et les autres ont réussi à retrouver Colette grâce à la trace qu'elle a laissée derrière elle. Il ne sait pas ce qui se passe ici, mais il charge sur Headless pour gagner du temps et permettre aux autres d'élaborer un plan. Mais Headless le frappe avant qu'il ne s'approche et fait voler Vil. Headless s'amuse beaucoup et dit qu'il aimerait bien les ajouter à sa collection de têtes, mais Mars l'entraîne à l'écart et lui dit qu'ils doivent encore aller finir leur travail. Au lieu de cela, Headless ouvre une porte de téléportation et demande à Duke de lui remettre les enfants. Très vite, le monstre qui l'ont affronté au 10e étage se téléporte, et il n'y a pas d'issue cette fois-ci, l'équipe doit donc l'affronter de face. Après que Duke a tiré une décharge d'énergie qui les a presque tous tués, le choix est clair, puisqu'aucun d'entre eux n'est équipé pour affronter cette chose maintenant, Vil dit à tout le monde de se retirer dans le passage derrière eux, mais Wignal reste en arrière pour pouvoir retarder Duke. Il commence à lancer sa magie d'illusion et crée un vaste mur de racines pour bloquer le chemin de Duke. Mais cela n'arrête absolument pas Duke, qui le transperce avec une force brute. Wignal se trouve alors dangereusement près du monstre, et Vil doit courir pour le tirer hors du chemin avant qu'il ne soit réduit en miettes. Par coïncidence, l'explosion provoque un effondrement, qui fait tomber un tas de gravats et sépare Duke de Vil et des autres. Maintenant qu'ils sont en sécurité, Colette demande de quel genre de monstre il s'agit et pourquoi il est si fort. Vil répond qu'il a lu quelque chose à ce sujet dans la bibliothèque de l'Académie, et qu'il sait donc qu'il s'agit d'un grand-duc maléfique, qui fait partie de la classe des grands démons. Léana pense qu'il s'agit peut-être de l'œuvre des mages maléfiques qu'ils ont rencontrés, mais ils ont des problèmes plus importants à régler pour l'instant. Ils ont peut-être perdu Duke pour l'instant, mais il est certain qu'il est à leur recherche, et il a même ordonné à tous les monstres de type démoniaque de cet étage de chercher le groupe également. Leurs chances de s'en sortir vivants sont incroyablement faibles, et Julius commence à paniquer un peu parce qu'il ne veut pas mourir ici. Léana se reproche d'être à l'origine de cette situation désespérée, car non seulement ils sont blessés et épuisés, mais ils sont aussi coincés dans un territoire dangereux avec des réserves limitées, et Julius a raison de paniquer. À ce moment-là, Vil prend la parole et dit à tout le monde qu'il veut se battre parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent survivre. Les démons peuvent couvrir un territoire de plusieurs étages, il est donc pratiquement impossible de les contourner en temps normal. Mais si leur chef est vaincu, ils se désorganiseront, ce qui donnera au groupe une chance de s'échapper. Julius pense que le plan de Vil est totalement imprudent car il ne croit pas qu'ils puissent vaincre le duc par eux-mêmes, mais Vil dit qu'il a un plan en tête. Il ne forcera personne à participer s'il ne le veut pas, et Julius exprime clairement son mécontentement parce qu'il ne veut pas suivre les ordres de Vil. Cependant, Wignal affirme qu'il fera confiance au plan de Vil, quel qu'il soit. Colette et Sion disent la même chose, car ils connaissent les connaissances de Vil en matière de donjon, même si Sion ne l'aime toujours pas. Wignal se tourne vers Léana, et il sait qu'elle n'a pas entièrement confiance en lui, mais Wignal a appris à apprécier les capacités de Vil, et il veut qu'elle fasse confiance à son jugement. Léana est d'accord et dit à Vil qu'elle lui fait entièrement confiance, qu'il est désormais le chef d'équipe et qu'ils suivront tous les ordres qu'il leur donnera.
Julius n'est pas d'accord avec l'idée que Vil dirige l'équipe parce qu'il n'y a aucune chance qu'il gagne en suivant les ordres de Vil. Vil est d'accord avec lui, c'est pourquoi, pour que le plan fonctionne, Vil aura besoin que Julius lui prête sa force. En tant que mage de glace, il est le seul à pouvoir reproduire la magie d'Alfreya. Vil veut donc lui enseigner l'une des techniques secrètes d'Alfreya pour que le plan fonctionne. Un peu plus tard, nous voyons Vil courir sur le sol du donjon pour attirer le duc, et une fois que le duc est à portée, Julius commence à lancer son sort depuis la corniche. Le duc tire immédiatement un coup pour le tuer, mais il s'avère qu'il s'agissait d'un clone, et plusieurs autres clones continuent à lancer le sort de Julius. C'est ce que Vil voulait dire lorsqu'il a déclaré que le sort d'Alfreya comportait une astuce secrète. Normalement, si l'incantation d'un sort est interrompue, il faut la recommencer, mais si l'un des clones est détruit au milieu de l'incantation, un autre est capable de continuer l'incantation. De cette façon, vous pouvez gagner suffisamment de temps pour lancer un sort avancé, ce qui serait normalement impossible à réaliser. Julius y parvient pour l'instant, mais entretenir tous ces clones est vraiment difficile pour lui, alors il déteste se retrouver coincé avec la tâche la plus difficile. Tous les clones ayant été détruits, Julius se retrouve à court de couverture pour terminer son sort. Vil demande alors aux autres de tout faire pour ralentir le monstre afin que Julius puisse terminer son sort. Colette, Wignal et Sion lancent des sorts sur le duc, mais celui-ci reste indemne. Vil les avait prévenus que les ailes du duc étaient indestructibles, mais ils doivent quand même le ralentir d'une manière ou d'une autre, alors Vil s'élance et tente d'entailler l'une de ses ailes. Il parvient à faire tomber un peu le duc, mais il finit par être repoussé à son tour. Ni la magie ni les attaques physiques ne pourront faire beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas grave puisque tout ce qu'ils ont à faire pour l'instant, c'est de servir de l'heure jusqu'à ce que Julius puisse terminer son sort. Vil et les autres continuent de travailler ensemble pour occuper le duc, et Julius finit par achever son sort, ce qui lui permet de lancer un énorme bombardement de glaçons sur le duc. Julius est épuisé, mais même après avoir utilisé son sort ultime, il ne parvient qu'à blesser le duc. Vil s'attendait à une telle issue car le monstre est incroyablement fort, mais même s'il a pu survivre au sort de Julius, les dégâts qu'il a subis devraient être suffisants pour le rendre vulnérable à l'attaque rapprochée de Léana, et c'est donc à elle de jouer maintenant. Léana s'élance dans la pièce et parvient à s'approcher du duc, mais au moment de porter le coup fatal, elle est arrêtée par une barrière. Il s'agit d'une barrière automatique qui a probablement été placée sur le duc par l'un de ses mages maléfiques, et malheureusement, le léger moment de retard lui a fait perdre sa fenêtre d'opportunité, de sorte que le duc contre-attaque et que Vil est obligé de courir pour mettre Léana à l'abri. Il ne peut pas échapper à toutes les explosions, alors il demande à Kiki de mettre en place un bouclier pour les protéger, lui et Léana, mais les lunettes de Vil sont détruites et il est sur le point d'être touché par l'une des explosions. Pendant ce temps, Workner et Edward sont toujours en route vers le 11e étage pour sauver les élèves, mais Workner n'arrive pas à croire ce qu'il voit, car il ne comprend pas pourquoi un grand-duc est arrivé à un tel étage. Aucun d'entre eux ne peut faire quoi que ce soit avant d'arriver au 11e étage, et ils n'ont plus qu'à espérer que les élèves tiendront le coup jusqu'à ce moment-là. Après que Vil a reçu le coup, Wignal utilise la magie pour les rattraper, lui et Léana, et tout le monde se précipite pour voir comment ils vont. Léana dit qu'elle va bien, mais que c'est Vil qui a reçu le plus gros de l'attaque, et qu'elle s'inquiète donc plus pour lui. Vil a l'air secoué, mais surtout choqué par le fait que les lunettes qu'Elfreya lui avait offertes ont été détruites. Le grand-duc s'extirpe lentement de la glace de Julius, et Sion suggère qu'il se prépare à attaquer à nouveau. Cependant, Léana dit à tout le monde qu'ils doivent s'enfuir. Elle veut qu'ils prennent Vil et s'en aillent pendant qu'elle retient le monstre le plus longtemps possible. Elle ne pourra peut-être pas leur faire gagner beaucoup de temps, mais elle est prête à sacrifier sa vie si cela peut aider les autres à survivre. Colette essaie de l'en dissuader, mais Léana s'en veut de ne pas avoir pu achever le duc, et elle ressent le besoin de se rattraper de cette façon. Wignal s'approche d'elle et lui dit qu'il se battra aussi car, à part Léana, Vil est le seul humain qu'il respecte vraiment, et il veut donc aider à le protéger. Tous deux foncent sur le duc, et tandis que Léana tente de se remettre à portée de tir, Wignal utilise sa magie pour retenir le duc et le forcer à dévoiler son cœur. Léana est sur le point de frapper, mais le duc se libère et la souffle. La vue du duc, dominant facilement ces deux-là, ne fait qu'aggraver le sentiment de désespoir de Sion. Il est trop effrayé pour bouger et pense qu'inévitablement, Léana et Wignal vont mourir à cause de ce monstre, alors la seule chose qu'il puisse faire est de s'enfuir et de les abandonner à leur sort. Il essaie vraiment de rationaliser ses pensées, mais il est interrompu par Vil, qui a une légère crise de panique. Sans ses lunettes, il est trop effrayé pour faire quoi que ce soit, alors il ne peut pas s'empêcher de trembler de peur, et c'est pourquoi il veut que Sion lui donne un coup de poing au visage. Sion est furieux de voir Vil trembler de peur, car c'est lui qui a donné de l'espoir à l'équipe et l'a convaincu de se battre contre le grand-duc, et maintenant il se recroqueville sur lui-même. Sion se met à frapper Vil, lui reprochant tout ce qui s'est passé, et Vil se laisse faire. Mais il finit par retrouver son calme et remercie Sion de son aide, car il est à présent capable de bouger à nouveau.
Sion est confus de voir Vil sourire alors qu'il était terrorisé il y a quelques instants, mais Vil va chercher son épée et demande à Colette de surveiller Kiki pendant son absence. Sion n'arrive pas à comprendre comment Vil a pu surmonter sa peur si rapidement, mais Colette le corrige et lui dit que Vil est toujours terrifié, il se bat juste malgré sa peur, comme il le fait toujours. Sion ne le croit pas, car il n'a jamais vu Vil montrer de la peur auparavant, mais il n'a aucune idée de ce que c'est que de se battre avec une épée. En tant que mage, vous pouvez facilement attaquer votre adversaire à distance, mais lorsque Vil se bat à l'épée, il est obligé de mettre son corps en jeu contre un adversaire bien plus fort et plus grand que lui. Qui n'aurait pas peur de faire cela ? Mais en fin de compte, Vil a encore plus peur de s'enfuir ou de perdre ses proches, et c'est pour cela qu'il continue à se battre. Colette annonce à Sion qu'elle va rejoindre Vil dans le combat, et Sion s'en veut d'avoir envisagé d'abandonner les autres. Alors que le monstre continue d'attaquer, Vil essaie de trouver une stratégie pour le vaincre. Ses défenses sont impénétrables, et comme il est très mobile, il est difficile de lui tirer dessus proprement. Leur meilleure chance de le vaincre sera donc de couper les ailes du duc. Colette tire des pierres sur le duc pour le distraire, et comme Léana et Wignal ne peuvent plus se battre, c'est à Vil et Colette de trouver un moyen de la battre. Alors que le duc lance un barrage d'attaque, Vil se prépare à l'affronter. Comme il n'a pas Kiki avec lui, un seul coup direct lui serait fatal. Mais comme il a déjà vu cette attaque, il est capable d'esquiver complètement les coups, et le temps que la poussière retombe, il est haut dans les airs et se rapproche du duc. Colette sait ce que Vil essaie de faire, et met tout en œuvre pour lui créer l'épée la plus puissante possible. Grâce à elle, Vil parvient à détruire l'une des ailes du duc. Le duc n'étant plus en mesure de se défendre, il ne reste plus qu'à lui porter un coup critique, heureusement, Sion est là pour le faire. Il monte sur son gardien pour faire diversion pendant qu'il psalmodie un sort avancé. Une fois qu'il est suffisamment proche, il lance le sort Inferno à bout portant. Mais cela ne suffit pas à achever le duc. Si ni la baguette ni l'épée ne suffisent à le tuer, Vil ne sait plus quoi faire. C'est alors qu'un éclat de glace tombe du plafond, et nous constatons qu'il provient de Rosti. Vil ne sait pas qu'il est là, mais il espère que la glace sera suffisante pour qu'il se souvienne. Un flashback montre une femme tenant un bébé, Vil, qui espère qu'un jour Vil sera capable de réunir la baguette et l'épée. Vil a soudain une idée et s'élance vers son épée tout en demandant à Sion de lui envoyer de la magie. Sion n'hésite pas et fait ce qu'on lui demande, Vil tranche la magie et la fait absorber par la lame. Vil sent alors son corps s'emplir d'une puissance inouïe qui lui permet de trancher net le grand-duc en deux. C'est la fin de l'épisode 11. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.